abonnez-vous. Et oui, abonnez-vous. Bonjour tout le monde, bonjour, bonjour. Vous aurez peut-être remarqué un léger retard dans le lancement de ce live. Eh bien, sachez que c'est la faute à Valérie Pécresse et pas la mienne, à cause des transports, bien sûr. J'espère que vous allez bien. Alors, la capture, c'est pas encore activé, c'est normal. C'est parce que j'ai pas eu le temps de régler ça. Je m'en occupe tout de suite. Alors, un instant. On va faire comme ça. Ouais, on va faire comme ça, ce sera plus simple. Voilà. On va capturer la bonne fenêtre. Voilà. Et normalement, voilà, vous devriez voir apparaître la capture correctement. Ok, bon, j'espère que vous allez bien. On est en direct de les locaux de Mediapart, comme d'habitude, comme tous les vendredis, normalement de 10h à midi. Mais là, c'est de 10h15. Peut-être qu'on passera à midi 15, hein, peut-être en échange, bien sûr. Nous allons donc commencer l'émission avec des lectures d'articles comme d'habitude. On va lire les articles de Mediapart, on va lire des articles du club. D'abord, est-ce que vous m'entendez correctement ? Est-ce que le son est bon pour vous ? Est-ce qu'il n'y a pas trop de bruit de fond ? Est-ce que vous voyez bien les articles ? Et puis, si tout fonctionne bien, eh ben, on va commencer tranquillement. Son de droite, merci beaucoup, Normal Form. Je vais y arriver. Si le son est de droite, écoutez, tout va bien, du moment que les articles ne le sont pas. Je recevrai tout à l'heure Marino de Stupideco qui co-anime également l'émission Argent Magique que vous connaissez peut-être avec le célèbre Eureka sur Blast, mais qui est aussi monteuse pour la chaîne Stupideco. Donc on va parler économie tout à l'heure à partir de 11h. Mind.com qui dit les bureaux sont de gauche, il n'y a personne qui bosse, ce qui est faux. Il y a des gens qui travaillent, voilà. Mais il y a aussi du télétravail, il y a du passage, il y a des réunions. Voilà. Donc on va parler effectivement économie tout à l'heure, mais je vous propose, jamais entendu parler, bien écoutez, ce sera l'occasion, voilà. Si vous n'avez réellement jamais entendu parler, on va regarder un petit peu peut-être aussi ce qu'ils font sur la chaîne Stupideco, on va regarder aussi l'émission Argent Magique, on va discuter d'économie, de vulgarisation, voilà, ça va être très sympa, mais ce sera donc dans 3 quarts d'heure, avec Marino donc pour Stupideco et Argent Magique. Pour commencer, je voulais vous lire un petit peu sur le procès Sarkozy-Kadhafi, parce qu'il y a des chroniques qui sont toujours sympas à lire, et celle de cette semaine du 6 mars, donc le compte-rendu du 5, quand même particulièrement intéressante. Vous avez peut-être vu des stories de Fabrice Arfi ou des blousques de Fabrice Arfi sur le sujet. Il y a une chronique après qui est sortie que j'ai pas encore pris le temps de lire, mais celle du 6 mars est assez intéressante. Je propose de commencer par ça, et après on lira éventuellement un ou deux articles des partenaires de Mediapart et des articles du club. Le caméo Fabrice Arfi. Au procès des financements libyens sur les traces d'un certain AD. En plus, c'est intéressant parce que c'est le moment de l'audience de Alexandre Djouri, qui est un personnage assez particulier aussi, parce qu'on parle beaucoup de Takedine, mais Djouri n'est pas en reste. Vous allez voir que la façon dont il répond au procès est assez surprenante, on va dire comme ça. Donc c'est l'article de Karl Lasquet. Alexandre Djouri a nié ses démarches pour effacer l'ardoise finale du Libyen Bachir Saleh, mais l'utilisation des comptes des richissimes cousins saoudiens pour blanchir l'argent de l'intermédiaire a été démontrée lors de l'audition d'un ancien banquier suisse. Et donc vous allez voir, la bonne foi du gars est assez surprenante quand même en termes de réaction. On est pas mal. Merci Emile Serena, je vais passer le message. Effectivement, je parle de l'article de Mediacité qui a été repris. D'ailleurs, j'avais pensé à le lire aussi, je l'avais mis dans le partenaire Mediapart, sur le café Simone, c'est ça ? Je l'avais préparé effectivement. Donc, c'est tubuesque, s'exclame le procureur Quentin Dandois face à Alexandre Djouri. On parle de 2 fax au sujet d'une villa dont vous avez reconnu avoir été le porteur de parts. Alors, j'apprends qu'on peut avoir des parts dans une villa, ce qui est pas mal. Ces fax sont adressés à Claude Guéant de la part de AD. Et évidemment, vous connaissez la strate, il ne sait pas qui est AD. On se demande, Alexandre Djouri, peut-être ça peut être, je sais pas, Antoine Daniel, peut-être que c'est ça. On m'appelle, ce sera pour plus tard. Hop. C'est tubuesque, s'exclame le procureur Quentin Dandois face à Alexandre Djouri. On parle de 2 fax au sujet d'une villa dont vous avez reconnu avoir été le porteur de parts, donc de la part de AD.
Soyez sérieux, ça fait 20 minutes qu'on est en train de se demander si vous les avez envoyés, dit donc le procureur Alexandre Djouri, et vous persistez à nier l'évidence. Soyez sérieux, essayez au moins de respecter notre intelligence. Alain Delon, c'est possible aussi, effectivement. C'est votre évidence, ce n'est pas la mienne, répond l'intermédiaire aux lunettes dorées, léger sourire aux lèvres. Les fax projetés sur l'écran du tribunal sont la preuve qu'Alexandre Djouri a transmis à Claude Guéant, alors secrétaire général de l'Élysée, des éléments pour qu'il dénoue un contentieux fiscal, des redressements impayés sur une villa qu'il a détenue à Mougins et finalement vendue aux Libyens. Mais voilà plus de 20 minutes qu'il ergote, dément, chipote. Le tribunal subit en silence ses non-dits et ses jeux de mots sortis d'un film en noir et blanc. La rhétorique palermitaine. Rhétorique de mafieux, je sais pas qu'on pouvait dire palermitaine comme ça. Départ, c'est peut-être une indivision, départ dans une SCI, peut-être, je sais pas, je connais vraiment pas du tout tous ces trucs, je suis vraiment pas spécialiste, donc je ne saurais pas vous dire. La rhétorique palermitaine d'Alexandre Djouri prête à sourire, puis elle agace et enfin elle écœure. De toute façon, monsieur le juge, vous pensez que j'aurais fait un fax aussi fatigué que ça? C'est un fax fatigué, je ne l'ai jamais vu de ma vie, déclare-t-il au juge assesseur, Pierre Jean-Jean, qui conduit l'interrogatoire. Fatigué? Réagit le magistrat. Évidemment, je ne vois pas pourquoi j'aurais envoyé un tel fax. Il ne veut rien dire. Ok. Ce fax de la part de AD est transmis à Claude Guéant en octobre 2008, porte la référence dossier fiscal Bachir Mougins. Car Alexandre Djouri avait vendu sa villa de Mougins 10 fois sa valeur à Bachir Saleh, directeur de cabinet de Mouammar Kadhafi et agent d'influence de l'équipe Sarkozy en Libye qui dirigeait le Libyan African Portfolio, mais il avait, semble-t-il, passé sous silence la dette fiscale accumulée de 1,4 million d'euros par la société Aklal BV, porteuse des parts de sa propriété. Bon, l'arnaque, un dignitaire libyen, voilà, un classique. Qui n'a jamais fait ça? Je veux dire, qui n'a jamais vendu sa villa 10 fois sa valeur à un dignitaire libyen? Ça peut arriver. Les Libyens avaient déboursé 10 millions d'euros au lieu de 1,8 million, et depuis lors, l'intermédiaire s'employait à résoudre le problème fiscal laissé derrière lui. Il a bel et bien tenté par l'entremise de Claude Guéant une intervention fiscale au profit de Bachir Saleh. Il prétend qu'il n'aurait jamais fait un fax pareil. Ça aurait été plus étayé, argumente-t-il. J'aurais mis des précisions. Ce fax, on dirait de la fausse monnaie. En novembre 2010, l'opération est renouvelée, toujours de la part de AD en faveur du fonds souverain libyen et donc de Bachir Saleh. En l'absence de Nicolas Sarkozy, qui ne reviendra à l'audience que le 24 mars. Si vous voulez savoir quand les... c'est pas que les procès sont publics, hein, toute chose utile. Sarkozy ne reviendra que le 24 mars. Alexandre Djouri occupe comme il peut le devant de la scène et multiplie les attentions pour ses coprévenus, les autres taiseux de l'audience. Tel un chef de clan, il se penche vers Claude Guéant, lui prend le bras avec attention. Il fait un signe d'approbation à Waïb Nasser, son ancien banquier du Crédit Agricole de Genève, responsable de nombreux virements litigieux. Claude Guéant est appelé à la barre. « Est-ce que vous avez souvenir de ces deux fax ?» lui demande le juge assesseur. « J'en ai strictement aucun souvenir, répond-il. La question est de savoir si je les ai vus. Beaucoup de fax arrivaient à l'Élysée, très peu de fax m'arrivaient personnellement. Je ne suis pas sûr que ces fax aient été portés à ma connaissance. » L'ancien fonctionnaire prétend que les fax étaient ventilés à d'autres, voire transmis au service du courrier de l'Élysée. Le juge lui objecte que le fax lui est adressé nominativement au bon soin de Nathalie, son assistante, par quelqu'un qui la connaissait aussi. On se demande comment a été répercuté cet envoi de la part d'AD, poursuit le juge. Comment fait-on si on ne sait pas qui est la personne qui a fait la demande? Comment savoir qui est cet AD en lisant ce simple fax? AD n'est pas identifiable. C'est vrai que AD n'est pas identifiable. Hein. Non, le lien avec Alexandre Djouri, qui était propriétaire de la villa concernée par ce fax, me paraît assez ténu. Hein. Ah oui, bien sûr. C'est un peu comme c'est quoi, c'est Thierry Gobert qui avait écrit NS Campagne sur un virement. NS Campagne, il avait dit, je ne sais pas qui est NS, ça peut être n'importe qui, et campagne, ça peut vouloir dire autre chose qu'une campagne présidentielle. AD, c'est Alcola d'Arcosi, oui, c'est ça. De plus, Alexandre Djouri s'est rendu à l'Élysée avant et après l'envoi de ce fax, et il a eu des rendez-vous avec Nicolas Sarkozy comme avec Claude Guéant. N'a-t-il pas évoqué le sujet? J'ai appris l'existence de la fameuse villa par la presse, répond Claude Guéant. Claude Guéant qui a tout appris par la presse, hein, très intéressant. Jamais M. Djouri ne m'a parlé de problèmes fiscaux. Il n'y a pas de pièces dans la procédure qui permettent de dire que j'ai fait quelque chose. On objecte que l'assistante a précisé que tous les fax adressés à Claude Guéant lui étaient remis dans une pochette. Il m'était matériellement impossible de lire tous les fax, répond-il encore. Là, le matérialisme de Claude Guéant, bien sûr. Attendez, je garde l'encadré pour la fin. Lors de l'enquête, une fonctionnaire des impôts a admis l'existence d'une intervention auprès du cabinet du ministre dans ce dossier de contentieux qui avait contraint l'administration de surseoir à toute mesure tendant au recouvrement de sommes dues. Hélas, cette lettre d'intervention n'a pas été retrouvée.
Au passage, la précédente démarche en faveur de la société propriétaire de la villa avait été signée en 2024 par un autre prévenu du procès libyen, un certain Brice Hortefeux qui était alors député européen et conseiller de Nicolas Sarkozy. Personne n'évoque votre intervention, convient la présidente Nathalie Gavarino s'adressant à Claude Guéant. Jamais mon nom n'est apparu, abonde ce dernier. La cellule fiscale pourrait être saisie par plein de gens. Claude Guéant a pris l'existence de Claude Guéant dans la presse, c'est un peu ça, ouais. Mais les interrogatoires, au moment où il y avait Claude Guéant, c'était vraiment assez hallucinant. Sur le niveau de déni. Vous vous souvenez, on avait lu, on avait lu l'article, je crois que c'était sur ma chaîne, où Claude Guéant racontait c'était Hortefeux Guéant qui racontait les dîners avec le terroriste libyen dont le nom m'échappe là. Et il disait qu'ils ne savaient pas qui c'était, ils étaient allés au dîner sans savoir, ils avaient discuté vite fait, mais ils ne savaient pas avec qui discuter. Enfin voilà. C'est toujours un peu dans la même veine. Hein. Senoussi, Abdallah Senoussi, ouais. Merci Terence. Au cabinet du ministre du Budget Éric Woerth, la cellule fiscale s'empare du dossier en février 2009, mais l'administration n'y donne pas une suite favorable car des représentants de la société de la villa se refusent toujours à communiquer l'identité des bénéficiaires économiques, ce qui était le point de départ du contentieux fiscal. Mais AD n'hésite pas à retenter sa chance en novembre 2010. Les initiales AD n'ont pas fini de rythmer l'audience. Le tribunal se plonge dans la mécanique financière du réseau Jury en projetant sur son grand écran une mosaïque de cubes et de rectangles colorés reliés par des flèches figurant des arrivées de fonds. Conformément à une technique d'enquête, il faut suivre l'argent, lance le juge assesseur Pierre Jean-Jean avec appétit. Follow the money. Méthode d'enquête dans les crimes financiers. Donc c'est vraiment cette partie de l'audience est dédiée uniquement à cette villa. Hein. Et c'est Waïb Nasser, l'ancien banquier d'Alexandre Djouri, qui est mis sur le grill. En parfait banquier, il était au carrefour des comptes de l'intermédiaire français, de ceux du LAP de Bachir Saleh et de deux richissimes saoudiens, des cousins germains, Ahmed Salem Buksan et Khaled Ali Buksan. Jadis proche du ministre de la Défense saoudien Khaled Ali Buksan, qui a été l'associé de Djouri dans plusieurs opérations en Arabie Saoudite et qui apparaît dans le circuit du paiement de l'appartement ou de l'achat des tableaux de Claude Guéant, n'est pas réapparu à Paris après sa mise en examen en 2015. Il est donc sous le coup d'un mandat d'arrêt et en fuite. Parce qu'en plus, il y a des questions de fonds saoudiens dans toute cette histoire, comme si ce n'était pas suffisant, le financement de la campagne. Poursuivi lui aussi, Ahmed Salem Buksan, par contre, est venu à l'audience cette semaine et s'est livré lundi à un réquisitoire en règle contre Waïb Nasser, le banquier qu'il a trahi en dépit d'une relation de confiance de 25 ans avec son père. Je n'ai donné aucune instruction pour exécuter des virements financiers douteux, a-t-il déclaré, accompagné d'un interprète à la barre. J'ai découvert ces malversations plus tard. Waïb Nasser a abusé de ma confiance. Ses comptes ont été utilisés, il n'a pas donné d'instruction par téléphone, ni signé de virement, ni donné son passeport pour la constitution d'une société Bedux qui a vendu la villa d'Alexandre Djouri aux Libyens. Je n'étais pas au courant de l'existence de Bedux, expose encore Ahmed Salem Buksan. Je n'ai donné aucun ordre, je n'ai signé aucun papier. Ce qui est incroyable dans ce dossier, c'est qu'il y a plein de trucs qui vont pas, mais que personne n'a rien fait, quoi. Personne n'a fait de virement, personne ne sait à qui sont les initiales. Incroyable. Devant Waïb Nasser à la barre, le juge assesseur fait défiler les relevés bancaires sur l'écran du tribunal. Il présente un relevé de compte de Khaled Ali Buksan sur lequel figurent de nombreuses annotations manuscrites à côté d'opérations de retrait ou de virement. Cette fois encore, les mêmes initiales apparaissent. AD, AD, AD. Est-ce que le tribunal n'a pas convoqué Antoine Daniel? Bizarre. On se demande pourquoi. Qu'est-ce qu'on doit comprendre, questionne le juge Pierre Jean-Jean. Il y avait un partenariat entre Khaled Buksan et M. Djouri. Cela ressemble à une chambre de compensation interne. Vous avez le droit de donner de l'argent à qui vous voulez, rétorque Waïb Nasser. S'agissant d'AD, il y a des sorties en espèces qui lui sont imputées. Vous avez des relevés de compte sur lesquels on porte des mentions manuscrites que la banque n'a aucun moyen de connaître ni de comprendre. Il l'avait. Ces mentions peuvent caractériser un blanchiment. Cela peut permettre un fonctionnement clandestin par rapport à un enregistrement numérique. Ce n'est pas clandestin, assure le banquier. Pourquoi? Oui, c'est vrai que marquer des trucs de façon manuscrite sur les documents, c'est un peu suspect dans un contexte où absolument tout est informatisé, quoi. Pourquoi fonctionner comme ça? C'est une famille, mais là c'est AD. AD c'est un partenaire. Si M. Djouri est considéré par eux comme un partenaire, on s'attend à trouver des virements de compte à compte. Nous sommes dans une banque privée. Si le client décide de payer l'un ou l'autre, c'est son droit. C'est de la compensation privée. Voilà. Après, il reconnaît un peu, j'ai l'impression qu'il reconnaît quand même un peu en... Je sais pas ce que vous en pensez, mais en second. D'après Sarko, AD, c'est Jean-Luc Mélenchon. C'est presque les mêmes initiales. Hein. Donc, si tu changes deux lettres et t'en rajoutes une, ça fait les mêmes initiales. Voilà. Mais il reconnaît un peu en arrière-plan que AD et Alexandre Djouri, hein,
Il dit Monsieur Jury est considéré par eux comme un partenaire et il nie pas. Donc j'ai l'impression qu'il le reconnaît, quoi. Le juge assesseur rappelle les pratiques du blanchiment de l'argent, de la drogue ou du terrorisme, les obligations faites aux banques d'avoir une traçabilité. Ces mentions donnent l'impression qu'on essaie de passer en dessous des radars, poursuit-il. Cette fois, pour blanchir l'argent de la corruption, les comptes des cousins Buxan ont été utilisés comme véhicule pour faire transiter les fonds d'Alexandre Djouri. Ces informations viennent des clients, c'est tout, s'insurge soudain Wahib Nasser. Je suis désolé, monsieur le juge, il faut faire un stage à la banque. Comment il parle au juge, le gars? Jusqu'ici, c'est vous qui êtes là pour répondre de votre comportement de banquier. Tout le monde était au courant, vous essayez de me mettre tout sur le dos. Le tribunal doit poursuivre jeudi l'examen de ces flux financiers occultes. Voilà. Et donc, je voulais vous lire l'encadré, qui est quand même un peu tourné, si vous ne l'avez pas vu. Djouri à Mediapart, donc Alexandre Djouri. Moi, je ne menace pas, je fais. Peu avant 20h, mercredi 5 mars. Donc, c'était avant-hier. Le tribunal annonce la fin de l'audience. L'intermédiaire Alexandre Djouri apostrophe dans la salle du tribunal presque vide le journaliste de Mediapart, Fabrice Arfi. Vous êtes tout courbé, ça va la santé? Parce que vous êtes tout ramassé. Il mime. Qu'est-ce que vous avez? Fabrice Arfi le croise quelques minutes plus tard au tourniquet de la sortie du tribunal qui donne sur la rue du Bastion, dans le 16e arrondissement de Paris. Dans le 17e, pardon. Le mec ne sait pas compter. Dans le 17e arrondissement de Paris. Djouri est en compagnie d'un autre prévenu du procès libyen, son ami banquier Wahib Nasser. En direction de la bouche de métro, station Porte de Clichy, Alexandre Djouri entreprend le journaliste sur sa chronique de l'audience de la veille, que Mediapart a publiée le matin même. On m'a dit que vous avez publié quelque chose sur moi. En bien, j'espère. Réponse de Fabrice Arfi, c'est à l'image de ce que j'ai vu et entendu. Djouri. Ah non, il ne faut pas dire à l'image de, parce que vous pouvez filmer quelque chose et ne pas cadrer sur les 2 bouteilles qui sont là. Quand est-ce que vous dites que je n'ai rien à voir dans le financement de la campagne? Réponse d'Arfi. Nous n'avons jamais écrit cela. Réponse de Djouri. C'est dans le mandat d'arrêt du PNF, selon Mediapart. Réponse d'Arfi. On ne rédige pas les mandats d'arrêt. Arrêtez, vous travaillez avec le PNF et Tourner. Vous avez sorti mes écoutes avec Squarcini. C'est bien que vous avez brisé des scellés. On a déposé plainte, mais le parquet ne fait rien. C'est bien qu'il est avec vous. N'importe quoi. Réponse de Djouri à ça. Et parce que vous croyez que vous n'êtes pas écouté, vous? Par qui? Par d'autres services de police. Ça m'intéresse, dites-moi plus. Vous croyez que ça ne se sait pas? Allez-y, dites-moi. Ça sortira. Ce sont des menaces, demande Arfi. Ah, moi je ne menace pas, répond Alexandre Djouri. Ce n'est pas ce qu'ont dit certaines personnes dans la procédure. Moi je ne menace pas, je fais, les mecs qui menacent, ils ne font pas. C'est intéressant, je note. Voilà. Donc le gars a menacé directement en disant qu'il y avait un complot, que Mediapart était écouté, on ne sait pas trop quoi. Je sais qu'il y a 279 personnes qui nous écoutent là. Mais donc voilà, cet échange qui est relevé dans l'article de la chronique du procès qui est sorti donc le 6 mars. Il y a déjà la chronique suivante qui est là sur le suivi du procès, avec un format spécial aussi. Vous avez toutes les chroniques qui sont retrouvables ici. L'ASL d'hier, que j'ai pas lu encore, mais que vous pouvez voir sur le site de Mediapart. Abonnez-vous. Absolument. Ok, alors c'était un long article, mais je propose de passer tout de suite à un article sur un autre support. On va peut-être parler... Alors qu'est-ce qu'on a? On a les partenaires. On a les partenaires Mediapart. On va peut-être lire un article d'un partenaire, parce que la dernière fois on n'en avait pas. Et cette fois on en a, donc... On va lire ça. Voilà. En plus, quelqu'un en parlait dans le chat tout à l'heure. Donc c'est Mediacité. Vous savez, Mediacité, médias d'investigation locale qu'on trouve dans plusieurs villes. Il y a Mediacité à Nantes, il y a Mediacité à Lille, il y a Mediacité à Lyon. Je crois que j'oublie les villes à chaque fois. Mediacité. Lille, Lyon, Nantes, Toulouse. Voilà. Donc et Toulouse. Lille, Lyon, Nantes et Toulouse, donc. Et donc ça, c'est la Mediacité Lyon. Et c'est un article sur la dérive vers l'extrême droite du Simone Café et Coworking Cato. Donc un café catholique qui était catho de gauche qui devient catho d'extrême droite. Classique ville de Lyon, bien sûr. Étiqueté jusqu'à présent catho de gauche, le café lyonnais, le Simone organise des conférences sur des thématiques variées. Mais la reprise du bureau de l'association par des bénévoles liés à des mouvances traditionnalistes et réactionnaires a entériné son glissement très à droite. Donc c'est un article de Clémence Martin et Méline Puglia pour donc Mediacité.
savez que Mediapart publie des articles de sites partenaires, que ce soit Mediacité, que ce soit Le Poulpe, que ce soit Aiguilla Web, etc. etc. Pas tous les articles évidemment, mais certains articles, vous pouvez les retrouver sur le site de Mediapart, que vous pouvez lire avec votre abonnement Mediapart sans avoir un abonnement pour l'autre site. Voilà. Donc, la honte, mercredi 19 février, une trentaine de militantes, nous toutes, scandent en chœur ce mot devant un petit café associatif et coworking d'apparence ordinaire à 2 pas de la gare de Perrache, le Simone. Le collectif féministe s'est rassemblé ce soir-là pour protester contre la venue de Mathieu Lavagna. Militant anti-avortement, cet auteur et youtubeur a été invité au Simone pour animer une conférence au titre provocateur. Quels arguments rationnels contre l'avortement? État des lieux de la réflexion pro-vie. Malgré la présence de nous toutes, la réunion publique a eu lieu. Mais à la sortie, quelques membres de l'association qui gère le café expriment leur colère. J'ai honte que le Simone soit associé à ça, à l'âge d'une d'elles. C'est le signe d'un virage droitard, complète Grégoire Soual-Dubois, un habitué des lieux. Donc il y a vraiment une espèce de renversement où l'endroit n'était pas du tout comme ça à la base, et il y a eu une espèce d'entrisme de la part d'éléments radicaux d'extrême droite qui ont imposé ce genre de choix. Situé rue Vaubecourt dans le 2e arrondissement de Lyon, ce café a été créé par l'association Alternative Catholique, Altercato, qui est plutôt effectivement catho de gauche, et baptisé en référence à la philosophe Simone Veil, organise régulièrement des conférences et débats. À travers la Fondation Saint-Irénée, le diocèse de Lyon a soutenu financièrement l'association jusqu'en 2019. Et jusqu'à présent, le Simone était perçu comme un café catholique ouvert, estime Serena du collectif Nous Toutes. Alors, Mademoiselle Serena qui dit dans le chat, oui, ils étaient très ouverts à la base et mi-2024, ils ont vrillé. Ouais, c'est ça, il y a eu un changement assez radical. Une réputation qui appartient désormais au passé. Ces derniers mois, le café coworking a pris un tournant à droite, voire à l'extrême droite. Mediacité ainsi que Rue 89 Lyon, aussi site local d'investigation à Lyon, a enquêté sur cette dérive réactionnaire orchestrée par des catholiques traditionnalistes, monarchistes pour certains. Donc les mecs ont quand même ressuscité des monarchistes, il faut dire. Le changement d'orientation remonte au milieu de l'année 2024. À l'époque, des membres aux idées plus conservatrices que les anciens responsables sont élus à la direction de l'association. Très vite, ils impriment leur marque sur le programme de conférence. Ce nouveau bureau voulait positionner le café moins à gauche, parler d'autres sujets, raconte un ancien d'Altercato. L'association a aussi changé de nom et se nomme désormais les Amis de Simone Veil. Parmi les nouveaux responsables, on trouve au poste de secrétaire un certain Étienne de Saint-Victor. Déjà, bon, pas de jugement sur le nom, bien sûr, ce n'est pas notre genre. Issu d'une famille aristocratique du Beaujolais, cet entrepreneur se qualifie sans détour de monarchiste et d'anti-républicain dans les colonnes du Pèlerin. En 2022, il a co-créé Navis Fidelis, un site de rencontre réservé aux catholiques pratiquants hétérosexuels de plus de 26 ans. Dans cette aventure, il s'est associé à l'abbé Laurence Priet, figure de la paroisse Saint-Georges située dans le Vieux-Lyon, connu pour être affilié aux mouvances catholiques les plus traditionnalistes et intégristes. Ce curé considère que les idées d'extrême droite sont les seules compatibles avec le catholicisme. Comme il le confie à Libération en 2023, il est l'aumônier de référence de l'ICEP, l'école de Marion Maréchal, l'établissement qu'il bénit à chaque rentrée scolaire. ICEP d'ailleurs qui se trouve pas très loin de ce café, parce que c'est dans le 2e arrondissement également, juste que c'est un peu plus au sud, dans le quartier de la Confluence, mais c'est à quelques minutes. Allez, une dizaine de minutes, je pense qu'on peut aller de l'un à l'autre. Aux côtés d'Étienne de Saint-Victor, Geoffroy de la Commune préside l'association qui gère le Simone. Sur ses réseaux sociaux, cet expert comptable partage, aime et commente des comptes d'extrême droite, pêle-mêle, SOS Chrétien d'Orient, Boulevard Voltaire ou encore le milliardaire très conservateur Pierre-Édouard Stérin, qui tente de mettre sa fortune au service de l'Union des droites. Vous avez peut-être entendu parler du projet Péraclès, peut-être que vous connaissez. Pierre-Édouard Stérin qui qui veut mettre des millions d'euros pour gagner la bataille culturelle à l'extrême droite, pour faire émerger des influenceurs d'extrême droite, etc., etc. Vraiment, on est vraiment dans un thème de bataille culturelle avec Pierre-Édouard Stérin. Voilà. Mediacité a paru retrouver la trace de Geoffroy de la Commune dans une vidéo du compte Instagram Esprit de Corps, un groupuscule qui dit réunir de jeunes hommes français autour de leur héritage. Au programme, restauration de chapelles, chants et formation spirituelle et sportive. Le tout chapeauté par l'abbé Grenier, lui aussi issu de la paroisse Saint-Georges, ou encore par Mathieu Raffray, abbé identitaire qui a participé aux universités d'été d'Academia Christiana, une association catholique d'extrême droite. Celui-ci est également présent sur la vidéo d'Esprit de Corps aux côtés de Geoffroy de la Commune et d'un ancien étudiant de l'ICEP. Mediacité a sollicité Étienne de Saint-Victor et Geoffroy de la Commune pour évoquer l'évolution du Café d'Enay. C'est le nom du quartier,
Rempart d'Enez, c'est un quartier du 2e arrondissement de Lyon. Très bourgeois d'ailleurs, mais plus discret que des quartiers plus riches. C'est plus vieil argent, le quartier Rempart d'Enez. Ce dernier nous a répondu par mail en mettant en avant l'importance du dialogue et du débat d'idées au Simone, mais sans répondre à nos questions précises sur la montée en puissance des idées et des invités d'extrême droite au sein de l'association. Ils poussent pour organiser leur conférence, peste un membre de l'association qui souhaite rester anonyme. Depuis l'an dernier, des personnalités clivantes défilent au Simone, à l'image de Mathieu Lavagna évoqué plus haut, qui n'a pas de formation en théologie reconnue, pointe Jérôme Moreau, professeur à l'Université catholique de Lyon et ancien président de l'association Altercato. Là, c'est le Simone, on le voit. Hein. Le livre anti-avortement de cet apologète, l'apologétique est une doctrine qui tente de prouver l'existence de Dieu et de la foi par la raison, a par ailleurs été édité par l'association Marie de Nazareth, dirigée par Olivier Bonassi, un proche de Michel-Yves Bolloré, le frère aîné de Vincent. Ah oui, je savais pas qu'il y avait des doublures de des Bolloré en plus, quoi. C'était pas suffisant d'en avoir un seul. Il y a une fratrie, quoi. On arrive forcément à Bolloré, de toute façon, c'est étonnant. On dit catho intégriste, on arrive sur Bolloré. Lavagna est un intervenant lié à l'extrême droite, c'est inacceptable qu'on leur offre une tribune et qu'on laisse instrumentaliser le lieu au service de leur ligne politique, déplore Marie-Hélène Lafage, qui a cofondé le Simone en 2016. Donc vraiment, ce qu'on voit, c'est que les gens qui ont cofondé le Simone, c'était Café Catho dès le départ, mais c'était pas du tout la ligne politique du café. Interrogé sur ses choix d'invités, le bureau actuel du Simone assure que l'opinion politique de ses intervenants l'intéresse pas. C'est bizarre, l'opinion politique de ces intervenants l'intéresse pas, mais ils invitent que des gens d'extrême droite. L'objectif du Café Simone n'est pas de prendre un engagement militant, mais de proposer un espace où les idées fortes peuvent être débattues, écrit Geoffroy de la Commune. Selon les responsables de l'association, être dérangé par l'intervenant et être confronté à des points de vue qui ne nous confortent pas est précisément dans l'esprit du Simone. Ah, mais du coup, les points de vue, là, ils les confortent parce que c'est des mecs d'extrême droite eux-mêmes et ils invitent des gens d'extrême droite. Donc c'est l'inverse des points de vue pas confortés. Ils sont confortés, quoi. Vraiment argumentaire d'extrême droite de base de pourquoi vous n'aimez pas le débat, nous on est juste là pour débattre, c'est pas politique, vous voulez tous être d'accord entre vous. Alors que faut vraiment pas connaître de gens de gauche pour penser que les gens sont tous d'accord entre eux à gauche, mais bon. Un autre invité du café cristallise les tensions au sein de l'équipe, René Écochard. Ce médecin doit animer mercredi 5 mars la conférence Hommes-Femmes, ce que nous disent les neurosciences. Pas neuroscientifique pour un sou, les travaux sur les questions de genre de ce professeur à l'université Claude Bernard sont très critiqués pour leur approche misogyne, anti-IVG, homophobe, raciste et transphobe. Mais comme par hasard, encore un mec d'extrême droite, c'est bizarre. Pour des gens qui ne s'intéressent pas aux opinions politiques de leurs invités, il y a quand même beaucoup de mecs d'extrême droite qui viennent. Hein. En épluchant les programmes passés et à venir du Simone, une autre personne a retenu l'attention de Médiacité, un certain Colomban Gilbert, agrégé de lettres à l'ENS, identifiable dans la vidéo d'Esprit de corps. Ce groupuscule est répertorié par le site d'extrême droite Enracine, qui recense les associations identitaires et leurs événements aux côtés d'autres acteurs bien identifiés, comme Lyon Populaire et l'Action Française. Sollicité sur ce point, le bureau de l'association n'a pas répondu. La gauche unanime sur quelque chose dans quel monde parallèle? Sur le fait que la gauche n'est pas unanime. D'anciens et actuels membres du Simone expriment leur inquiétude sur la tenue de telles conférences, une rupture et un contresens avec l'esprit du lieu selon eux. Pour un ancien d'Altercato qui a requis l'anonymat, il ne s'agit pas d'un revirement de tous les membres de l'association, mais d'un mouvement de droitisation de l'association, à l'instar des dynamiques globales de la société, et particulièrement du monde catholique. C'est intéressant. Ils et elles sont nombreux à rappeler les origines du projet, un lieu de débat et d'ouverture faisant intervenir des intellectuels qui apportent un regard critique et des pistes de réflexion. Et puis d'ailleurs, on peut ajouter aussi que ces gens-là qui sont invités, c'est même pas des spécialistes dans leur domaine. Sinon, ils diraient pas ce qu'ils disent. Mais ils sont quand même invités en tant que spécialistes d'un domaine qu'ils ne maîtrisent pas, quoi. À y regarder de plus près, les liens du Simone avec les franges catholiques les plus conservatrices existaient avant l'arrivée d'une nouvelle équipe à sa tête. En témoignent les parcours de Paul Colrat et Gauthier Besse, des normaliens qui ont créé l'association en 2011 puis le café en 2016 au parcours ambivalent. Paul Colrat était secrétaire de l'association En Marche pour l'enfance, organisatrice de la Manif pour tous. Il se dit aujourd'hui complètement éloigné de ses idées, une évolution qu'il doit en partie au Simone, estime-t-il. On partait de quelque chose de plus flou politiquement pour aller vers une gauchisation plus précise. Altercato a beaucoup joué là-dedans. Ils ont gauchisé des gens. Quant à Gauthier Besse, il a lancé en 2015 la revue Limite aux côtés d'Eugénie Bastier, devenu éditorialiste d'extrême droite au Figaro, et de Jacques de Guibon, ancienne plume de Marion Maréchal. Si ces derniers ont assumé un tournant réactionnaire, Gauthier Besse, qui a du mal à se définir comme de droite ou de gauche, souligne que la revue faisait intervenir des personnes de sensibilité bien différentes. Ça commence à faire beaucoup de particules. C'est le milieu catho à Lyon.
C'est un accélérateur de particules, ce milieu, je pense. En 2018, on retrouve... Donc en fait, il y avait quand même des débats avec des gens d'extrême droite avant, mais bon, de toute façon, c'est des milieux où c'est assez poreux, de toute façon, même... Je suis pas politique, mais tous mes potes sont des fachos, oui. Dès 2018, on retrouvait par ailleurs Jacques de Guibon comme invité du Simone, avant la reprise en main par le duo de Saint-Victor de la commune. Il avait participé à une journée de conférence sur le thème de l'immigration aux côtés de Patrick Louis, candidat aux législatives de 2024 dans le Beaujolais, avec l'investiture du Rassemblement national, également cofondateur de l'ICEP. D'après Paul Colrat, le programme de cette journée reflèterait en réalité la singularité, mais aussi la vocation et la limite du lieu, créer du conflit et du débat quitte à inviter les plus extrêmes. Ce qui est un peu grinçant vu de l'extérieur ou quand on est engagé à gauche, car on n'a pas forcément envie de parler à ces gens, ajoute-t-il. Malgré la porosité entre le Simone et nombre de figures de l'extrême droite, actuels et anciens d'Altercato restent attachés à un lieu particulier mais fragile. S'ils veulent le rapprocher de l'ICEP pour en faire une officine de politisation de plus, la partie sera perdue, lâche âprement un ancien membre. Bon, article intéressant, hein, donc de repris de Médiacité. L'Union est trop proche du CERN, ça doit être ça. Article intéressant de Médiacité sur ce sujet. Je regarde le message pour voir si c'est pas mes invités. Non, ce n'est pas mes invités. Parce que, comme j'ai des problèmes de transport, je me dis que ça peut être le cas pour mes invités aussi, qui peuvent arriver en retard, mais pour l'instant ça va. Alors, on a le temps pour lire le club, ça c'est bien. Incroyable. Alors, qu'est-ce que j'avais préparé ? Évidemment, c'est bleu foncé sur gris, c'est pas très pratique à lire. On va voir ça. Je rappelle le club de Mediapart, l'espace participatif du site. Tout le monde peut proposer, il y a énormément de variétés sur le club, hein. Allez voir le club de Mediapart. Il y a des blogs de politique, il y a des dessins, il y a des tribunes, il y a des poèmes, il y a vraiment de tout. Donc vous pouvez fouiller, c'est toujours sympa de fouiller dans le club, il y a plein de choses. Et il y a surtout la newsletter, la lettre du club, à laquelle vous pouvez vous abonner aussi pour avoir toutes les semaines une sélection des meilleurs articles du club. D'ailleurs, il y a tout un tas de newsletters auxquels vous pouvez vous abonner sur Mediapart. Donc il y a celle du club. Je conseille aussi la lettre enquête que j'aime beaucoup, qui est un petit peu les coulisses des enquêtes de Mediapart. Voilà. Merci Maman Zèbre, bienvenue sur le live. Bienvenue. Là, on est encore en train de lire des articles jusqu'à 55. Après, je ferai une petite pause et puis il y aura nos invités qui vont s'installer. Puis on continuera avec notre invité, avec Marino de Stupideco. On va parler de Stupideco, mais on va aussi parler de Argent Magique. Une émission sur la chaîne Stupid Economics et sur Blast. Voilà. Alors, on va commencer par cet article, et probablement terminer par cet article, parce que le temps file. Philippe Blanchet, qui est professeur de sociolinguistique à l'université Rennes 2, membre de la Ligue des droits de l'homme. Alors, Rennes 2 plus Ligue des droits de l'homme, je pense qu'il est de gauche, hein, je ne sais pas. Je fais une hypothèse. Hypothèse de travail. Loi immigration et maîtrise, entre guillemets, du français. Les exigences montent, les moyens baissent. Quand depuis plusieurs années, un étranger en situation régulière ne maîtrise pas le français, c'est qu'il n'a pas produit d'efforts, affirme le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau. Or, à partir de juillet 2025, seules les personnes ne sachant pas lire et écrire et ayant un niveau grand débutant à l'oral continueront à bénéficier d'une formation en présentiel. Donc on demande aux gens de plus en plus de maîtrise du français, mais on met de moins en moins de moyens dans la formation pour apprendre le français. Et ce qui n'est pas évident, parce que bon, une personne en situation régulière qui ne parle pas français, ça peut être que, par exemple, elle a un travail où il n'y a que des gens qui ne parlent pas français parce que c'est des boulots difficiles, qui embauchent des gens qui sont immigrés. Et du coup, il fait un travail long et difficile, il ne parle pas français parce que personne ne parle français dans son travail. Il rentre chez lui, dans sa famille le soir, et il est trop fatigué, il ne va pas aller en cours. Enfin, il y a tout un tas de raisons qui font qu'une personne ne peut pas maîtriser la langue du pays où elle habite, qui n'est pas juste, ils ne font pas d'efforts, qui n'est jamais une réponse, évidemment. Les 5 minutes de vidéo mettent en lumière la montée des contraintes en matière de maîtrise de la langue française pour les personnes ayant besoin d'un titre de séjour pour vivre en France. En effet, si la France est dotée d'une politique linguistique d'immigration depuis une quinzaine d'années, les dernières annonces indiquent un nouveau serrage de vis après l'adoption en janvier 2024 de la dernière loi immigration. Ce durcissement se traduit par une élévation des niveaux linguistiques attendus en français pour obtenir une carte de séjour pluriannuelle ou la nationalité française, et dans le même temps d'une dégradation conséquente de la formation linguistique assurée auprès des personnes concernées.
En plus d'être dangereuses, ces annonces reposent sur de fausses croyances, agitées comme prétexte au durcissement de la politique migratoire française. De nombreux travaux de chercheurs et chercheuses le montrent en effet. Non, la langue française n'est pas une condition préalable à l'intégration, même si elle peut bien entendu faciliter la participation à la société française. Pourtant, en France, la langue est brandie par l'État comme l'instrument d'une politique de contrôle toujours plus accrue de l'immigration extra-européenne. Les ressortissants et ressortissantes de l'UE n'ayant pas besoin de demander un titre de séjour, alors qu'ils peuvent très bien ne pas parler français. Ainsi, depuis le début des années 2010, les exigences linguistiques n'ont fait qu'augmenter. Depuis 2012, pour obtenir la nationalité française, il faut attester d'un niveau B1 en français à l'oral, seulement au début, et également à l'écrit depuis mars 2020. Depuis 2018, pour obtenir une carte de résident de 10 ans, il faut attester d'un niveau A2 à l'oral et à l'écrit. C'est quoi les... Je ne me rappelle plus exactement à quoi correspondent les niveaux, niveau langue. Langue et explication. Parce que je crois qu'il y a... À quoi correspondent les niveaux? Alors, à quoi correspond... Alors, il faut, pour obtenir la nationalité française depuis 2012, un niveau B1 en français à l'oral et à l'écrit, depuis 2020. B2, c'est utilisateur indépendant. Ce qui signifie que vous avez les capacités suivantes: comprendre le contenu essentiel de sujets concrets ou abstraits dans un texte complexe, y compris dans une discussion technique, communiquer avec spontanéité et aisance avec un locuteur natif, s'exprimer de façon claire et détaillée sur une grande gamme de sujets, émettre un avis sur un sujet d'actualité et exposer les avantages et les inconvénients de différentes possibilités. Donc c'est quand même assez avancé, quoi. Et pour obtenir une carte de résident de 10 ans, il faut un niveau A2 à l'oral et à l'écrit, depuis 2018. A2, c'est élémentaire. Comprendre des phrases isolées et des expressions fréquemment utilisées en relation avec le domaine de l'environnement quotidien. Par exemple, avec des informations personnelles et familiales, achats, travail. Communiquer des tâches simples et habituelles, ne demandant qu'un échange d'informations simples et directes sur des sujets familiers et habituels. Savoir décrire des moyens simples, sa formation, son environnement immédiat et évoquer des sujets qui correspondent à des besoins immédiats. Voilà, c'est niveau élémentaire. Alors que le niveau B1, c'est quand même indépendant, quoi. Voilà. Donc il y a quand même A2, c'est le niveau juste avant B1, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même une grosse différence entre les deux niveaux, quoi. Parce qu'entre avoir un niveau élémentaire et pouvoir se faire comprendre, ça c'est pas le plus compliqué, mais pour moi il y a vraiment un gap entre savoir se faire comprendre à peu près sur des trucs simples et pouvoir mener une conversation et comprendre des sujets techniques. Mais bon. Donc ça c'est demandé. Très bien. Ces exigences sont déjà un facteur d'exclusion quasiment indépassable pour les personnes n'ayant pas ou peu été scolarisées, car leurs compétences en lecture et en production écrite sont souvent limitées. Au-delà, la passation des examens standardisés nécessaires pour attester du niveau requis est une gageure pour de nombreuses personnes qui, travaillant et vivant en France depuis longtemps, sont tout à fait compétentes en français au quotidien, mais se sont cependant peu habituées à la forme scolaire de l'examen et à la préparation spécifique nécessaire. Sans parler du coût de la passation, 150 € environ, sans garantie de réussite. En plus, c'est cher. Je confirme, il y a un gap entre A2 et B1, vu que j'apprends le danois. Ah oui, ok. En outre, ces dispositions sont fixées par décret et sont donc susceptibles d'évoluer. Les débats et commentaires autour de la loi immigration adoptée en 2024 laissent ainsi entendre que ces niveaux seront augmentés d'ici la fin de l'année. L'obtention d'une carte de séjour pluriannuelle qui n'est pour l'instant pas soumise à un test de langue serait conditionnée à l'atteinte d'un niveau A2, celle de la carte de résident à un niveau B1, et enfin le niveau B2 serait exigé pour la nationalité française. Et B2, donc il y a B1, on a vu ce que c'était, mais B2 c'est... Bon, il y a moins de gap entre B1 et B2, j'ai l'impression. Mais là, il y a communiquer avec spontanéité et aisance avec un locuteur natif. S'exprimer de façon claire et détaillée sur une grande gamme de sujets. Ouais, c'est quasiment courant, quoi. Et après, il y a le niveau C, où c'est de la compréhension des trucs techniques, comprendre tout sans effort et tout, d'accord. Mais B2, c'est quasiment parler couramment, ouais. Moi, j'ai pas un niveau B2 en anglais. Enfin, je pense pas. Dans la mesure où la loi immigration... B2, tu peux venir sur le live et suivre ce qui se passe. Ouais, d'accord. Ouais. Dans la mesure où la loi immigration interdit de renouveler plus de 3 fois un titre de séjour d'1 an, préconisant le passage à la carte de séjour pluriannuelle, toute personne adulte souhaitant continuer à vivre en France au-delà de 4 ans devra attester avoir atteint le niveau A2 à l'oral et à l'écrit sous peine de ne plus avoir droit au séjour légal. D'après l'étude d'impact du Sénat au moment du vote de la loi immigration, cette nouvelle mesure empêchera 15 à 20 000 personnes d'obtenir une carte de séjour pluriannuelle et donc à terme de rester légalement en France. On le voit, le renforcement des exigences linguistiques est utilisé sciemment comme une machine à fabriquer de la précarité et de l'illégalité. Effectivement. Dans ce contexte, il faudra qu'il y ait le niveau de russe quand on sera envahi. Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît, un peu de sérieux. Je regarde s'il y a encore beaucoup d'articles pour voir ce qu'on peut lire encore. Ok.
Bon, c'est intéressant, mais je vais pas lire en entier parce qu'on on manque un peu de temps. Je vais lire la fin directement. Il ne suffit pas, comme l'affirme Didier Lesky, directeur de l'OFI, donc l'Office français de l'intégration et de l'immigration, dans le reportage de France 2 cité plus haut, d'avoir confiance dans les gens. Le choix d'une modalité d'enseignement-apprentissage doit correspondre à un choix éclairé. À titre de comparaison, envisagerait-on de transformer le système scolaire et universitaire pour remplacer l'intégralité des enseignantes par un enseignant 100% en ligne sans accompagnement? Ah oui, parce qu'ils veulent en plus remplacer par un enseignement en ligne. Dans ce contexte de crise économique et de cure d'austérité que nous traversons, tout porte à croire que cette transformation profonde de la formation linguistique obligatoire répond à une logique de restriction budgétaire. Ce serait pas étonnant, ouais. À l'heure où la dématérialisation des services publics s'accélère, cette mesure approfondit le désengagement de l'État en matière d'insertion sociale des adultes migrants et migrantes et renforce la responsabilisation de ces mêmes adultes sommés de justifier leur niveau de français comme preuve d'intégration pour être autorisés à rester en France. Et donc la revendication du collectif qui a écrit ce papier, nous revendiquons le retrait du marché de formation 100% distanciel, l'accès à des formations linguistiques en modalité présentielle dans des conditions matérielles favorables aux bénéficiaires et comme aux professionnels de la formation linguistique comme droit et non comme devoir, la diversification des espaces et des programmes d'enseignement-apprentissage pour prendre en compte la diversité des individus et leur manière d'apprendre. Également le retrait des exigences linguistiques conditionnant l'accès au titre de séjour et la nationalité. Et donc c'est le collectif Le Français pour toutes et tous avec Philippe Blanchet, Myriam Dupuis, Éric Mercier, Maud Vado, avec les contributions de Yu Shen Chen, Laetitia Pierrot et Caroline Venaille, avec des éléments également pour en savoir plus. Si ça vous intéresse, ce que je peux faire, c'est vous mettre le lien dans le chat. Donc voilà. Ok. Écoutez, il est 56, je propose une petite pause de 3-4 minutes, le temps d'accueillir mes invités, d'aller me refaire un café et tout. On se retrouve tout de suite après, on va parler économie. Et en attendant, ne partez pas. Je vous laisse avec la musique de pause qui est formidable en plus. Elle est formidable, la musique de pause.
Salut tout le monde. Salut, on est de Bonjour. retour. Je suis avec Marino. Salut. Salut. Merci d'être venu. Est-ce que tu peux te présenter un peu pour les personnes qui ne te connaisseraient pas? Oui, alors moi c'est Marino. Je travaille sur Stupid Economics depuis 5-6 ans. À la base, j'étais relectrice de la chaîne parce que j'ai un master en économie et tout. Et depuis, j'ai fait une série de vidéos sur leur chaîne. Ensuite, maintenant, j'aide au montage, des fois à la relecture encore et tout. Et surtout, depuis 2 ans, j'anime la chaîne Twitch de Stupid Economics. Du coup, je fais une fois par semaine une revue de presse, tout ça. Et Faire voilà. un petit shoot-out. Comme ça, les gens pourront suivre la chaîne de Stupid Eco. Allez, Est-ce que tu as le nom d'utilisateur? Stupid Economics tout collé. Ça fait plein de lettres. Normalement, c'est comme ça. Non, attends, il manque le C. Ouais, CS. Attends. Vas-y, Stupide. Echo. Ah oui, non, parce que j'ai mis un E. Ouais. J'ai déjà écrit stupide avec un E. Voilà, ça c'est ça. Normalement, c'est bon. Ouais, Yes, c'est bon. Super. bravo. Alors, vous pouvez suivre la chaîne. Donc, excuse-moi, tu disais, tu fais une revue de presse. Donc... Et oui, donc une fois par semaine, on fait une revue de presse le mercredi. Presse éco, mais un peu politique et tout. Enfin, un peu large, quoi. C'est pas full économie et tout. Et voilà. Et du coup, depuis septembre, là aussi, on fait une émission sur Blast avec Eureka. Ouais. Argent magique. Et voilà. Et on vient sur l'actu. Sur la vulgarisation. Vulgarisation sur l'économie, mais en se basant un peu sur le discours de l'économie qu'on entend sur les plateaux télé. Voilà. Un petit peu du debunk de l'économie, de l'orthodoxie de l'économie. Avant de parler de Argent Magique, est-ce qu'on parlerait pas un peu de Stupid Eco justement? Parce que tu as parlé de la chaîne, peut-être qu'il y a des gens qui ne connaissent pas, je vais mettre en mode capture. Là, on est sur la chaîne YouTube de Stupid Economics. Est-ce que tu peux présenter un petit peu ce que vous faites comme travail? Sur Stupid Economics, on est 3. En gros, il y a Arnaud là qu'on voit qui est sur le point de parler, qui écrit et qui présente. Toujours compliqué. Voilà. Qui écrit et qui interprète les vidéos. Ensuite, il y a Valentin qui s'occupe de la réal, qui aide aussi à l'écriture, les angles et tout ça, et qui fait le montage. Et bon, après, moi, je suis là, mais plus ponctuellement. Je relis, mais maintenant, c'est plus de la relecture de est-ce que c'est compréhensible. Enfin voilà, pas forcément en point de vue économique, mais compréhension et tout. Et je file un coup de main sur le montage quand il y a besoin et quand il y a l'argent. Pour me rémunérer. Parce que justement, c'était la question suivante, parce que vous êtes une petite chaîne de 3 personnes. Comment vous rémunérez? Comment ça fonctionne? Alors, c'est principalement du financement participatif, parce que du coup, c'est du travail journalistique, donc il n'y a pas de placement de produits, il n'y a pas voilà quoi. Donc, c'est du financement participatif, donc voilà, le kiss-kiss. Et depuis quelques années maintenant, c'est même un média. En fait, ils ont monté Stup Media, qui regroupe donc Stupid Economics, mais aussi d'autres créateurs de contenu qui avaient une démarche journalistique. Donc, si tu mets stup.media, normalement, tu vas trouver. Je vais le mettre comme ça les gens voient pas nos recherches. Pas l'historique douteux de Mediapart. C'est faux, il n'y a pas d'historique douteux. Je comprends. Et du coup, stup.media, du coup, je pense que si tu vas sur là et tu mets à propos, je crois, et tu scrolles un peu, tu vas voir les créateurs de contenu qui font partie du collectif. Les gens que vous connaissez peut-être qui apparaissent sur votre écran. C'est ça. Oui. Et donc, du coup, c'est en gros, c'est des gens qui ont un peu la même chose, c'est-à-dire ils font pas de placement de produits, ils ont une démarche journalistique, etc. Et du coup, c'est un collectif qui est même le statut de média, et donc qui pour mutualiser les coûts. Donc c'est des trucs déjà bêtes un peu genre le logiciel de montage, enfin voilà. Mais aussi les couches juridiques, parce que quand tu fais du travail journalistique, déjà parfois tu as des sujets sensibles, donc en amont t'envoies un juriste ou quoi pour être sûr que tu dis pas trop de trucs, voilà. Et ensuite après tu peux quand même avoir des attaques en diffamation ou quoi, enfin bon, et donc il faut te protéger quoi. Oui, il y a des coûts, d'autant plus que même quand on gagne les procès en diffamation, ça coûte de l'argent. C'est ça. On ne gagne pas d'argent en gagnant des procès en diffamation dans les médias. Ça. Et c'est aussi pour professionnaliser, parce que c'est pour éviter, enfin, comme tu fais pas de placement de produit et tout, tu peux être un peu précaire, et donc tu peux. Enfin, le premier truc, c'est d'être en auto-entreprise, mais t'as aucune protection. Enfin, c'est un peu précaire comme un truc. Donc là, c'est aussi de salarier les gens et tout. Parce qu'on l'a vu d'ailleurs, les auto-entrepreneurs le savent avec la baisse du seuil de la TVA là, qui va être mis en place en juin. Effectivement, il y a pas mal de gens. Justement, ça peut inciter peut-être aussi vers cette forme d'organisation collective plutôt qu'une organisation individuelle. Voilà. Et donc, Stupid Economics, ça fait partie du truc. Donc, c'est pour ça Stup Media. Le nom n'est pas définitif. Il y a le projet de le changer parce que c'est pas ça fait penser à stupéfiant. Oui, c'est ça. Ou on dit stupéflip, ou alors les stupes. Enfin, voilà. On essaie de changer un peu, mais voilà. Mais en attendant, c'est ça, quoi. Ouais, ok. Et donc, vous avez une compilation de tout ce que
toute la production des membres Voilà. du collectif sur C'est ça. le site. Ouais, ça fait des articles. Il y a même des fois des articles qui sont que des articles écrits, quoi. Pas forcément appuyés sur une vidéo ni rien. Et voilà. Est-ce qu'on prend un exemple pour commencer, peut-être une petite vidéo de Stupid Echo dont tu as envie de nous parler, et puis après on passera à Argent Magique. On va pas regarder tout en entier, je pense, parce que je sais pas si on aura le temps là en 50 minutes. Ouais, surtout qu'on fait des longues vidéos, donc. Oui, et puis les gens iront regarder eux-mêmes, mais c'est vraiment pour que tu nous expliques un peu l'envers du décor, et puis aussi ta façon de réfléchir en économie, en vulga, comment ça se passe. Ouais, carrément. Celle que tu veux, hein, vraiment, une vidéo que tu connais plutôt bien, comme ça, comme il n'y a pas le son. Je crois que j'aime bien celle, la maison individuelle. Attends, je crois qu'il faut scroller un petit peu. Ouais, celle-là. Elle est là. Les gens la voient pas, attends, voilà. Et l'intro, elle est cool, il y a des belles images et tout. Ok, je crois que je l'ai pas vu en plus. Il y a 2 ans, ok. Ouais, ça date un peu parce que du coup, on se fait pas des. Bon, il y a une pub. Ah, il y a une pub. Oui. Attendez, je vous épargne la pub. Qu'est-ce que j'allais dire ? Ah oui. Bah, du coup, en fait, l'année dernière, on a fait un long format, 2050. Donc, c'est plein de vidéos sur comment on imagine 2050 avec des prospectives d'experts, etc. etc. Et donc, c'était un format un peu particulier sur une longue période. Mais là, on va revenir sur des formats plus comme ça. C'est-à-dire un peu plus long, où on prend un sujet. Donc là, c'était l'urbanisme, la maison individuelle, le rêve d'avoir ta petite maison en périphérie avec ton petit jardin et tout. Et pourquoi, en fait, il faut peut-être changer ce rêve parce que ça s'inscrit plus trop dans les objectifs écologiques, sociaux et tout ça actuels, les défis. Et donc voilà. Ce qui est intéressant, c'est que c'est pas uniquement de l'économie, donc vous avez touché aussi à la géographie, l'urbanisme, ce genre de choses. Ouais, c'est assez large. Alors, je vais mettre les sous-titres pour que tu puisses suivre. Ouais. Partout, des villes apparaissent. Des champs deviennent des routes et des parkings. Des lotissements s'étalent. Ah non, pas automatique, ouais. Enfin, pas... Et si tout ça, c'était une erreur économique ? Et si une grande partie des habitations construites aujourd'hui n'avaient aucun futur ? Bonjour, Optimis, bienvenue. Depuis presque une centaine d'années, les avions de l'IGN parcourent et photographient le territoire français. IGN, pas IGN. Ces photos, prises depuis plus de 70 ans, permettent d'offrir une perspective unique sur les évolutions de notre environnement. Nous pouvons parcourir les routes, suivre les rivières, découvrir les villages et les villes des années 50. Sous nos yeux, l'ampleur de ce qui a été construit en quelques décennies seulement. D'ailleurs, qui c'est qui fait parce qu'il y a pas mal de taf sur le visuel aussi, sur les images. Bah là, typiquement, c'est Valentin. Okay. Il fait souvent, tout ce qui est, je crois qu'il s'amuse pas mal à faire des intros un peu stylées sur de musique, un petit peu qui marque le ton et l'angle et tout. Et là, c'était cool, il y avait des images bien. Enfin, je trouve que c'était impressionnant quand même de voir comment l'étalement urbain et genre les petites villes, les petits villages et tout qui deviennent des plus grosses agglomérations et tout. Et en plus, il y a pas mal de sources ouvertes en France sur la cartographie pour voir ce genre de choses, je crois. Même je parle de l'IGN, justement. Ouais. Ici, la Grande Motte et ses immeubles sortent d'un marécage. Les agglomérations s'étendent, quittent leur centre. Les bourgs s'entourent de lotissements. Ouais, on voit vraiment les évolutions. Tout ça en l'espace d'une vie. Villeneuve-les-Maglones. Dans les années 50, au centre, l'église du XIIIe siècle, ses petites rues et des habitations de 2 étages. Des rues étroites conçues il y a des centaines d'années qui protègent ses passants et habitants de la chaleur méditerranéenne. En 1962, le bourg compte 1616 habitants et occupe environ 0,2 km². Aujourd'hui, ce village est passé à 10 315 habitants sur 2 km². L'augmentation marquante, ce n'est pas que la multiplication par 6 de la population. C'est surtout l'augmentation de l'espace construit qui a été multipliée par 10. C'est l'étalement urbain. Comme beaucoup d'autres villages aux alentours, Villeneuve-les-Maglones fait partie de l'aire d'attraction de la ville de Montpellier, puisque... On est dans le chat intro GeoGuessr. Ouais, c'est vrai que c'est un peu ça. Non, mais c'est intéressant parce que c'est pas tant une question d'augmentation du nombre d'habitants, mais aussi de diminution de la densité de population, en fait. Ouais. Et puis, du coup, ça va parler de l'artificialisation des sols, tout ça, et comment, encore une fois, ce rêve de ta petite maison en périphérie et tout, elle s'accorde pas du tout avec ces enjeux-là, quoi, de dire, en fait, il faut qu'on arrête de s'étaler, etc. Oui, je suppose parler aussi des zones inondables, ouais, ce genre de voilà. choses où il y a une distribution de permis de construire assez... Ouais. Il y a une autre vidéo aussi, je sais pas si c'est mentionné là-dedans, mais une autre vidéo sur la crise du logement. Et pareil, on est sur... on a le réflexe de dire il faut construire plus pour donner des logements aux gens. Et en fait, je crois qu'on a le plus de nombre d'habitations par habitant d'Europe, je crois. Enfin, je sais plus le chiffre. Mais, et en fait, la réponse, elle n'est pas là-dedans. Elle est vraiment plus dans faire une meilleure... Comment t'avais dit
Plus de gens au mètre carré. Plus une meilleure densité de population. Ouais, une meilleure densité, remettre aux normes des logements, enfin bon, voilà quoi. Ouais. Mais c'est vrai que l'étalement urbain se voit, mais quand tu te parlais des personnes qui ont 70, 80 ans, moi, dans la région de mes parents, en Haute-Savoie, il y a des montagnes qui étaient totalement vierges. Aujourd'hui, il y a des habitations qui montent quasiment en haut, de trucs à 800, 900, 1000 mètres d'altitude où il n'y avait pas de maison avant. Maintenant, c'est des pavillons. Quoi, ouais. Plus de 15% des personnes actives s'y rendent quotidiennement pour travailler. Dans tous ces villages, il y a un flux d'allées et de retour, parfois plusieurs fois par jour. Des centaines de villageois qui vont et qui viennent. Ensemble, ils tentent de se faufiler dans les villes, puis les quittent et retrouvent leur foyer au coucher du soleil. Ces villages sont tous différents, et pourtant si similaires. La plupart demandent à ses habitants de parcourir des centaines de kilomètres par semaine, souvent en voiture, un modèle qui montre ses limites aujourd'hui. Ce graphique représente toutes les activités émettrices de gaz à effet de serre dans le monde. On y voit que le transport routier est l'une des plus grandes sources d'émissions. Un point d'autant plus vrai en France où l'électricité est produite par des centrales nucléaires qui émettent peu de gaz à effet de serre. D'ailleurs, ces émissions de gaz à effet de serre en France ont diminué dans tous les secteurs d'activité entre 1990 et 2019. Mais, malgré l'enchaînement de Grenelle et de 25 ans de COP, ce n'est pas le cas dans le secteur des transports. En partie à cause de l'aérien, mais aussi très largement à cause du nombre de véhicules particuliers qui à eux seuls représentent 50% des émissions dues au transport. L'autre chiffre qui ne diminue pas, c'est l'espace occupé par l'humain. Les images aériennes sont les meilleurs témoins de la vitesse du développement des villes, des routes, des projets miniers ou industriels. Partout, le sol est recouvert de béton, de plastique ou de goudron. C'est l'artificialisation des sols. Une problématique qui a longtemps été considérée comme un truc d'écologistes anti-progrès qui désirent seulement sauver des grenouilles. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il y a une bonne série, je crois que c'est sur le Parisien, qui fait une série sur la France moche, où c'est l'Œuf-Post. À propos de ça, si ça vous intéresse, c'est précisément sur les zones commerciales. Je pense que c'est un enjeu un peu connexe à ça. Ça me dit quelque chose, mais... Attends, j'essaie de retrouver ça. La France moche... La France moche, c'est l'Œuf-Post. Enquête en plusieurs volumes sur les zones commerciales et on voit vraiment la dépendance à la voiture et la désertification des centres-villes qui sont en lien avec l'étalement urbain aussi. Trop bien les reportages sur la France moche, et oui. J'irai voir, c'est marrant. Je mets juste le lien pour les gens du chat, si ça les intéresse. Je vais mettre l'épisode 1. Ah oui, c'est tout récent en fait. Ouais, c'est récent. Ah oui, d'accord. Ça fait beaucoup de monde. Ça fait beaucoup de. Il y a Saint-Brieuc par exemple, l'exemple de Saint-Brieuc sur un cas d'étalement urbain qui a totalement vidé le centre-ville. Alors je vais essayer de ne pas faire n'importe quoi avec l'ordinateur. Je suis vieux. Alors très bien. Voilà, je vous ai mis le lien si ça vous intéresse. Je propose qu'on continue à regarder la vidéo. N'hésite pas, d'ailleurs, je te dis, mais tu peux cliquer sur pause si tu veux, c'est un truc à dire. Après, le truc des vidéos de Stupidité Comics, c'est que je les connais, je les regarde et tout, mais je travaille pas sur le script à proprement parler, tu vois. Enfin, ça dépend certaines, oui, mais je suis vraiment en mode plus spectatrice aussi, tu vois. Ou technicienne, c'est-à-dire monteuse. Je monte la vidéo et tout. Mais du coup, c'est cool parce que moi-même, je découvre les sujets. Je bosse pas dessus activement, mais je vois du coup le process par contre. Et justement, il y a ce côté, ce qui est cool, c'est de prendre le temps. Parce que c'est ça, tu vois, je disais, c'est un sujet assez large, mais 30 minutes, des fois même plus long. Et du coup, d'avoir le temps de, c'est ça, voir les images, poser les explications. Là, c'est pas le cas dans celle-là, mais souvent aussi interroger les experts, les expertes et tout. Oui, c'est un gros travail parce qu'il y a les recherches de documentaires, interviews. Et souvent, il y a un peu un peu l'historique aussi, tu vois. Donc, d'où ça nous vient cette idée de maison individuelle, tout ça, la dépendance à la voiture, comment on a construit nos villes et tout et tout. Et ouais. Ok. Et après, je pense il est écart. On peut passer encore 15 minutes dessus, puis après on passera à l'argent magique, comme ça. Ça marche. Le phénomène est-il nouveau ? Faut-il y voir la conséquence d'une urbanisation galopante ? Aujourd'hui, le sujet revient à chaque inondation. Pour les permis de construire, la quantité de goudron empêche les sols d'absorber l'eau et la construction dans des zones inondables amplifie ce phénomène. Cette consommation de terre pose également de sérieux problèmes pour la production agricole. La cause principale de l'artificialisation des sols, c'est la construction d'habitations et surtout d'un certain type d'habitation. Les maisons isolées au milieu d'un jardin occupent davantage d'espace et nécessitent des kilomètres de routes, de câbles et de tuyaux pour être connectés au confort moderne. Si les conséquences écologiques de ce modèle sont généralement oubliées, ce à quoi nous assistons, c'est à l'augmentation du coût économique de l'étalement urbain pour les ménages et les finances publiques.
La ruralité ancienne n'était reliée aux villes que par un chemin en terre et si les échanges étaient importants entre les fermes, les villages et les villes, ils n'étaient pas quotidiens. À l'opposé, la ruralité moderne est hyper connectée. Chaque maison, peu importe son emplacement ou son isolement, doit être connectée à l'eau, à l'électricité, à la route, à un réseau téléphonique et à Internet. Cette hyperconnexion a un coût pour les collectivités et pour les habitants qui doivent supporter l'entretien de kilomètres d'infrastructures et de déplacements pour travailler ou se nourrir. Donc si l'urgence est écologique, c'est depuis que cette urgence se traduit dans des termes économiques qu'elle se fait sentir et qu'elle pousse même une ministre à prendre la parole. Nous devons désormais l'affirmer de façon claire. Le modèle à l'ancienne du pavillon avec jardin dont on peut faire le tour n'est plus soutenable et nous mène à une impasse. Vous savez quel ministre c'est parce que moi Emmanuel Vargon est ministre délégué chargé du logement. Sa déclaration est une petite révolution et crée un scandale. Parce que vivre dans une impasse, c'est justement le rêve de beaucoup de Français. Le foyer est composé de 2 parents, de 1 à 3 enfants, 2 voitures, une belle petite pelouse et au milieu, ce pavillon dont on est propriétaire. C'est ça, le rêve français. Un modèle qui a démarré dans les années 60 et que l'on retrouve dans le programme du futur président, Nicolas Sarkozy. Je propose que l'on fasse de la France un pays de propriétaires. Parce que lorsqu'on a accédé à la propriété, on respecte son immeuble, son quartier, son environnement et donc les autres. Les aides à la construction de logements qui existent depuis des décennies se renforcent. L'accès à la propriété, à la maison avec jardin, rassemble presque tout le monde. Je dirais que c'est parce qu'on est propriétaire de son logement qu'on respecte le logement. Parce que souvent, les gens sont propriétaires et louent le logement, ils le respectent pas. Ouais, grave, là, bizarrement, il n'y a plus grand chose à faire. Ouais. C'est comme un socle sur lequel notre société est fondée. Liberté, égalité, fraternité et mon pavillon. Aujourd'hui, 58% des Français sont propriétaires. 66% habitent un logement individuel. Cette propriété rêvée devient, après le remboursement d'un crédit, la plus grande partie de leur patrimoine. Ce pavillon, ce n'est pas seulement un lieu de vie, c'est aussi et surtout du capital, une identité et un idéal. Les utopies et les mondes idéaux ont une architecture, une organisation du territoire. Des philosophes imaginent des bâtiments et des villes avec des formes harmonieuses ou surprenantes. Certains imaginent des cités-jardins autosuffisantes, des villes à l'architecture imposante censées refléter la gloire de son chef suprême, des barres d'immeubles comme des villages à la verticale entourés de parcs. À la fin des années 30, il y a aussi cette vision d'un monde où la distance n'est plus une limite. This superb one-direction highway, with its 7 lanes accommodating traffic at designated speeds of 50, 75 and 100 miles an hour, is engineered for easy grades and for speed with safety. L'utopie a changé. Ouais. Without tedious D'ailleurs, ça me rappelle un projet pour les Lyonnais que vous connaissez peut-être. L'ancien maire de Lyon, Louis Pradel, avait pour projet. Alors déjà, il y a Lyon, l'autoroute est dans la ville, mais bon, c'est un autre problème. Le maire de Lyon, Louis Pradel, avait prévu de raser le Vieux-Lyon pour faire passer l'autoroute. Bah ouais, tant qu'à faire. Ils nous emmerdent, là. avec leur vieux truc, là. Mais du coup, voilà, c'est vraiment le changement de la vision de l'utopie est pas mal. Ouais, ces archives-là, c'est assez cool d'avoir pu trouver ça. Ouais. Tu t'occupes de la recherche documentaire, toi ou Non. C'est soit pendant l'écriture, Arnaud qui regarde, soit ensuite pendant le montage, Valentin qui vient, qui, en regardant la vidéo complète selon le rythme et tout, en trouvant un peu... Enfin, plus ou moins par hasard, des fois, des trucs, tu vois, en cherchant, en prenant le temps. Bah, ça fait partie du truc de pas être pressé aussi dans la production, tu vois. C'est dire, là, on peut trouver peut-être une image un peu cool, on peut laisser le temps, on peut trouver un truc mieux et tout. Donc, vous écrivez, après, vous trouvez les illustrations. Il y a un peu des deux. Il y a pas mal d'illus pendant l'écriture. Ouais. Et alors qu'avec Argent Magique, c'est un peu différent parce que comme on a moins le temps, parce que c'est 1 par mois, enfin voilà. Là, c'est vraiment en amont dans le script, on met toutes les indications de montage pour aider le monteur derrière. Oui, enfin, moi, c'est ce que je fais avec mes scripts aussi. Quand c'est en temps limité, c'est sûr, c'est pas pareil. C'est ça. Il y a aussi le fait que du coup là Valentin du coup prend part avec Arnaud à l'écriture, à la réflexion et tout, donc c'est beaucoup plus facile quand t'en as 2 qui sont sur le script et sur le montage que quand t'as le monteur qui arrive à la fin qui a pas suivi tu vois, quand t'as un monteur que tu salaries quoi et que tu dois payer et qui arrive juste à la fin, tu peux pas t'attendre à ce qu'il trouve toutes les illus tout seul, enfin c'est un temps de fou en fait. Voilà. Are within easy reach, bringing the people who live there into closer relations with all the world around. Cette dernière vision du futur, c'est celle d'un constructeur automobile
General Motors. Cette utopie des années 30, vous l'avez sans doute reconnue, c'est notre présent. Les publicités actuelles de l'industrie automobile sont calquées sur ce même modèle. Un trafic toujours fluide et rapide, une impression de silence, de rapidité, de confort. Si ces publicités exagèrent souvent les bénéfices de la voiture, il y en a un qui n'a plus besoin d'être mentionné. Passer de 0 à 100 km/h en moins de 20 secondes. Depuis des lieux autrefois très reculés, la construction d'autoroutes permet d'accéder au centre des villes. Mais tout de même, vous reconnaissez que gagner 1 heure pour aller prendre un scotch à Nice, ça vaut bien un peu de poussière, non ? Quand la poussière retombe, la réduction du temps de voyage permet de séparer physiquement les activités. Pourquoi avoir un bar dans un village s'il est possible d'aller prendre un scotch à Nice ? Residential, commercial and industrial areas all have been separated for greater efficiency and greater convenience. Alors on dort ici et travaille là-bas. On s'éduque ici et on se divertit là-bas. On se socialise ici et on fait ses courses là-bas. La vision de General Motors est réalisée. À la fin de la journée, le Français moyen a parcouru 36 km. Et demain, ce sera la même chose. Et 36 km en moyenne en voiture si par jour. l'utopie de General Motors a pu aussi précisément... Parce que du Français moyen à la fin de la journée a parcouru 36 km, c'est énorme en fait. Ouais. Décrire notre présent, c'est peut-être parce qu'elle n'est pas basée sur un possible changement du comportement humain, elle est basée sur un changement technologique du déplacement. Un facteur qui est connu comme modifiant profondément la taille les images d'illustration, je pense que c'est à moitié des trucs, des fois sur l'INA ou quoi, enfin le web, tout ça. Et des fois, t'as des trucs publics où t'as des archives aussi. Je sais pas, moi je suis pas très forte à trouver des images comme ça, mais je pense avec l'expérience, Valentin a appris à diguer et à fouiller et à trouver certaines archives. Et avoir des bonnes astuces et tout. On me dit que mon son est pas terrible, mais peut-être que je parlais un peu loin du micro, je sais pas. Mais le web, c'est l'internet. Exactement, c'est la même chose. C'est l'internet du web. Oui, 35 km, je trouve ça peu pour la campagne. Mais c'est une moyenne, en fait. Et je pense que même les gens en ville qui prennent la voiture, même en région parisienne, si vous habitez dans l'Essonne et que vous prenez votre voiture, vous faites des kilomètres et des kilomètres, mais vous n'habitez pas à la campagne, quoi. Et j'avais une question également. Ah oui, quelqu'un parlait de la diminution des tiers-lieux, donc ça doit jouer aussi de la diminution des bars et tout ça. Mais l'étalement urbain, c'est aussi une caractéristique. Et puis... on avait parlé des travaux de Benoît Coquart ici il y a quelque temps sur la sociologie des campagnes et que les gens se retrouvaient beaucoup chez eux aussi et beaucoup moins dans les bars. Donc il y a franchement, je pense, un ensemble de facteurs qui font que les habitudes ont totalement changé et que même quand il y a des bars à proximité, les gens ne les fréquentent pas forcément. Forme des villes. Rome ou Paris, à l'époque médiévale, sont faites par et pour le moyen de locomotion qui prédomine. En marchant, il faut 30 minutes pour rejoindre l'île de la Cité depuis la Porte Saint-Denis, la frontière nord de la ville au XIIIe siècle. L'arrivée du train à vapeur a permis à Londres de s'étaler un peu plus, puis c'est le tour du tramway, du vélo et du métro qui ont encore augmenté la vitesse de déplacement. Les villes grandissent et s'étalent, mais le centre est encore et toujours à 30 minutes. À partir des années 40, l'utopie de General Motors est en route pour répondre aux problèmes sociaux de l'époque. C'est l'amélioration des conditions de vie, notamment en éloignant les usines des villes. C'est la construction de logements neufs, plus grands et avec un confort moderne. Et puis elle permet aussi de passer de la ville à la campagne et inversement en quelques minutes seulement. Les villes sont désormais composées de couronnes de plus en plus larges. Et s'il est encore possible de rejoindre le centre de la plupart des métropoles en 30 minutes en voiture ou en train de ville, il faut à peu près 4 heures de marche pour rejoindre l'île de la Cité depuis la bordure nord de la ville. 20 km de marche, entourée en permanence de maisons, de parkings, de routes, d'immeubles et de magasins. Si l'utopie de General Motors promettait une victoire de l'humanité sur l'espace, elle n'a pas prévu l'espace pris par la voiture. Cela fait 5 600 000 véhicules en circulation en 1961, ou bien une voiture par ménage en 1975, ou encore un réseau routier complètement dépassé dans 15 ans. C'était déjà le cas dans les années 60, et c'est la même chose dans les années 70, 80, 90, 2000, 2010 et 2020. Mais l'augmentation constante de kilomètres de route est toujours dépassée par l'augmentation du nombre de véhicules et du nombre de kilomètres qu'elles parcourent. À Paris même, 930 000 voitures sont immatriculées. Ces chiffres sont en constante augmentation. Comme la surface des ruelles n'augmente pas, les déplacements des Parisiens sont de plus en plus difficiles. Les infrastructures routières sont sous tension. La France entière... C'est Hidalgo, ça. Ah, mais c'est hyper intéressant ce truc du lien avec la voiture et surtout quand il a dit on voit des parkings en avançant. Et j'avais souvenir de voir il y a beaucoup de gens aux États-Unis qui parlent de ces sujets d'urbanisme parce que c'est multiplié par 15 ce qu'on voit là. Et des centres-villes du sud des États-Unis, notamment au Texas, où en fait il y a
plus rien dans le centre-ville à part des parkings. Ah ouais. Donc, tu vois des images satellites du centre-ville et il y a un immeuble pour 5 parkings. Ouais, ok. Et du coup, c'est que viennent faire ces gens ici vu qu'il n'y a plus de centre-ville. Ah oui, c'est dingue. Et ils sont utilisés ces parkings ou justement du coup ils sont vides? Ils sont quasiment vides parce que en fait il y a rien dans le centre-ville quoi. Et en fait c'est vraiment, j'ai l'impression que c'est le modèle qu'on a fait en France mais en 15 fois pire. L'effacement des centres, la destruction des villes et tout ça. Il y avait une question. Je sais que c'est l'autoroute de l'information. Oui c'est ça, c'est pareil. Mais c'est vrai qu'avant, il y avait des réseaux de tram aussi, parfois plus importants qu'aujourd'hui, je crois. Ouais. Oui, je crois que tu avais un tram dans Paris, je crois, à un moment donné. Enfin, t'as plein de trucs qu'on a abandonnés. Puis finalement, dans certaines villes, on est en train d'y revenir. Je sais que c'est le cas pour l'agglomération de Genève. Ouais. Je connais un peu, où dans les années 1870 jusqu'en 1900, jusqu'aux années 20 à peu près, il y avait un réseau de tram qui permettait d'aller de Genève jusqu'au Mont Blanc, ce qui aujourd'hui est un gros trajet en voiture. Mais ça a été démantelé au fur et à mesure. Et c'est rare les villes qui ont gardé leur tram des années 19e. Ça existe, mais c'est rare, quoi. En général, il date des années 2000. Je propose qu'on passe à Argent Magique, comme ça on peut en attendre un petit posé. Je vous mets le lien de la vidéo si vous voulez la regarder en entier, parce que là c'était plus vraiment pour présenter un peu le travail de Stupideco et que vous ayez un peu une idée de... Pour vous teaser, je peux vous dire le sujet de la prochaine vidéo qui sortirait bientôt. Ouais. Ça va être sur la guerre contre les drogues. Donc est-ce qu'il faut légaliser ou pas les drogues? Est-ce que ça serait plus utile que réprimer toujours plus? Qui va battre la drogue? Voilà. Et donc, et c'est intéressant parce qu'il y aura aussi un peu toute la question elle vient d'où en fait cette guerre des drogues? Pourquoi est-ce qu'en gros il y a des drogues qui sont plus ciblées que d'autres? Voilà. Question le racisme notamment. Ou d'autres guerres politiques. En plus, il y a la loi narcotrafic en ce moment en discussion à l'Assemblée, donc c'est dans l'actu. Et ben on a hâte de voir ça. Et alors, est-ce que tu as une préférence pour l'épisode auquel tu voudrais réagir? On peut regarder celui de Taxer les riches. Taxer les riches, où est-il? Le dernier là. À défaut de te manger les riches, taxons-les. Voilà. T'as vu que le budget... Voilà, je vais lancer ça. Et avant de commencer, on va peut-être faire un petit... voilà, donc là, l'émission que vous faites sur Blast, qui est donc L'Argent Magique, avec Gilles de la chaîne Eureka, que vous connaissez peut-être, chaîne de vulgarisation économique très très intéressante aussi, que je vous encourage à aller regarder si vous vous intéressez à l'économie. C'est des longs formats, mais c'est très bien expliqué. C'est assez accessible. Je pense qu'il faut quand même des petites bases en économie, mais c'est vraiment bien expliqué. Et là, vous êtes encore un peu plus vulgaire, je trouve, que la chaîne originale de Gilles. Ouais. Comment ça s'est fait ce projet, du coup? En vrai, il y avait Blast qui cherchait une nouvelle émission économique et du coup, ils ont pensé à nous, à Stupid Economics. Et comme Gilles, du coup, Eureka venait de rejoindre notre média, du coup, on était déjà en contact avec lui et tout, donc on s'est dit, on peut faire une collab Stupid Economics Eureka. Et du coup, c'est Stup Media qui produit l'émission, quoi. Et qui, disons qu'il le vend à Blast, quoi. Okay. Et donc... donc on s'est dit que ça pourrait être cool parce qu'effectivement Eureka il a plus ce truc de très finance, très technique, il est très fort là-dessus, alors que nous justement c'est pas forcément, enfin je dis nous en mode moi et Arnaud surtout, c'est pas notre point fort forcément, quoi. Enfin, on est calé en économie, mais finance c'est encore autre chose, quoi. Donc c'est des grands sujets de société auxquels vous avez un regard économique, alors que ça va plutôt être comment fonctionne le monde financier. C'est ça. Et puis il a pas mal de... Enfin, j'ai l'impression qu'il a quand même... Tu sais, il sait quel économiste parle de quoi, comment trouver des ressources. Enfin, voilà, il a un côté très... je sais pas, précis, quoi, tu vois. Et voilà. Et du coup, on écrit à 3. Donc, il y a Gilles de Eureka, il y a moi, et il y a Arnaud, du coup, qui incarne pas, mais qui est à l'écriture. Okay. Et donc, on travaille sur l'angle tous les 3. Après, on écrit. Souvent, du coup, c'est ça. Il y a des épisodes un peu plus... Genre celui sur la dette, clairement, c'était plus des sujets de Gilles. C'est lui qui qui avait tous les arguments en tête. Qu'est-ce qu'on doit contrebalancer et tout, qu'est-ce qu'on doit contre-argumenter. Et voilà. Et là, je crois que c'était un petit peu plus... C'était un peu un mélange des deux, là, pour le coup. De vos expertises. Le chat dit, vous êtes calé en économie, si toutes les monnaies. Et donc, là, du coup, c'est ça, on essaie d'apporter... Bon, il y a un petit peu la petite touche humour, hein. Il y a le petit côté sketch du début, très ouvrez les guillemets, hein. C'est vraiment l'inspiration, je pense. Énorme inspiration, bien sûr, de l'Internet. Ah, bien sûr. Non, mais mais ça marche bien, en vrai. Le côté prendre un peu plus l'humour et tout, machin... pour essayer de rendre plus accessible, parce que l'économie, comme plein d'autres sujets, mais l'économie en particulier, ça fait peur à plein de monde, quoi. Donc ouais. Ouais, puis ça permet aussi d'accrocher un peu les gens, de faire des blagues. C'est ça. Moi, j'ai continué à faire ça, même dans mes formats après, parce que ça marche bien. Bon, des fois, c'est pas... Après, évidemment, on n'est pas humoriste de métier. Voilà, mais... c'est ça. Donc, des fois, c'est un peu cringe, mais t'es en mode, c'est un peu nécessaire. T'es obligé d'être un peu cringe, mais au moins, tu t'attires l'attention et tu fais un premier point. Il y a forcément des gens qui vont trouver ça drôle. Ouais, voilà. C'est sympathique, au pire, voilà. C'est ça.
Ok. Ouais. Vas-y, on commence et puis comme ça, tu me mets sur pause pour dire un truc. De toute façon, il est 31, on a une demi-heure, donc tranquillement, on va pas trop regarder. Mais, voilà. Et puis si tu as des remarques, sur, même des anecdotes sur l'écriture, des trucs que vous n'avez pas mis, éventuellement, que tu dois préciser, n'hésite pas à mettre sur pause. Voilà. Le budget de l'État n'a pas été voté, là. Les débats à l'Assemblée m'ont rendu fou. Alors, on a un déficit public qui se creuse parce qu'on a réduit les impôts sur les plus riches, et on a la droite qui continue de nous dire qu'il y a trop d'impôts. Alors qu'au final, il y a une solution toute bête. Je te vois venir là. Ouais, mais est-ce que tu sais combien on a de milliardaires en France ? 147. 147, bordel. Et on n'est pas obligé de s'arrêter aux milliardaires. Les 4000 foyers fiscaux les plus riches de France gagnent 100 milliards par an en cumulé. Par foyer, en moyenne, ça fait 2 millions d'euros par mois. Et en pourcentage, ils paient pareil, voire moins des fois que la plupart des Français. Ce serait pas injuste de leur prendre un petit 10% de plus à ces super riches-là. On récupérerait direct 10 milliards. Ouais, mais non, tu peux pas trop les taxer, c'est sûr, ils vont partir. C'est un peu comme des anguilles, là, tu vois, ils se dandinent comme ça et tout. Puis ils sont tout huileux, quoi, tu pourras pas les choper. Je suis sûr qu'il y a moyen, moi. Notre pays aime la finance magique. La finance magique, on peut toujours la déclarer. Il n'y a pas d'argent magique. Le gouvernement s'est auto-congratulé. 100 milliards d'euros. J'ai sauvé l'économie française. Il n'y a pas d'argent magique. Est-ce que vous craignez ? En plus, du coup, j'ai parlé de l'écriture qu'on était 3, mais il y a aussi du coup Valentin qui fait la réal, donc qui cadre et tout machin et tout ça. Et après, il y a aussi Ace Modé qui fait le montage. Okay. Et donc voilà, c'est pour dire tous les autres gens de la team, quoi. Bon, juste le générique, c'est fait par Blast, ils ont un motion designer en interne et ils l'ont fait. Mais le reste, du coup, c'est le montage par Ace. Et donc, c'est cool, quoi, ça fait un petit peu aussi travailler des gens. Donc c'est sympa, quoi. On est beaucoup ça fait 5 personnes quand même pour une émission comme ça. Enfin, je sais pas, je dis parce que des fois, je pense que les gens, ils se rendent pas trop compte. Oui, souvent, les gens s'arrêtent aux gens qui sont visibles à l'écran, voilà. Effectivement, mais c'est vrai qu'une émission, ça demande une équipe pour filmer, pour monter, pour le visuel, etc. Ça demande beaucoup de travail. Les gens que vous voyez à l'écran, c'est effectivement la pointe émergée de l'iceberg. Ouais. Et du coup, il y a un peu ce truc-là, donc à la rhinocéros pour le coup, mais c'est comme ça qu'on avait pitché l'idée à Blast, quoi. C'est essayer de reprendre les discours médiatiques, ce qu'on entend à la télé sur l'économie et tout machin, qui souvent sont pas très fondés, quoi. C'est plus des éditos ou alors des conseillers financiers qui donnent des conseils, mais en fait, c'est pas des conseils économiques, c'est des conseils financiers, voilà. Ouais. Mais il y a une confusion sur ce qui est vrai, ce qui est faux et tout à la télé, parce qu'il y a trop de gens qui en parlent et mal. Et donc, il y a un peu cette idée de partir d'un discours médiatique. Qu'est-ce qu'on entend sur les riches ? Et là, ça va être, ils vont partir, c'est pas possible, machin. Un vieux discours, d'ailleurs, je me souviens de la campagne de 2012, avec Mélenchon. Et déjà, il y avait le truc de... ils vont partir. Il y avait le slogan que se vayan todos en Espagne, qu'ils s'en aillent tous. C'est un vieux truc, ouais. Ouais. J'espère que BFM ne strike pas le live. BFM TV, arrêtez de nous striker le live. Il n'y a pas un effet Laffer. Ça veut dire qu'on sait qu'il y a un moment, si on met des impôts trop élevés, on finit par avoir une recette et en plus, baisse. Cette chanson, vous la connaissez. En plus, on l'a pas mis comme ça dans l'extrait, mais en fait, moi, quand je suis tombée sur cet extrait, c'était des gens qui se foutaient de la gueule de Tondelier. Marine Tondelier, pardon. Parce que elle connaît pas l'effet Laffer, parce qu'elle est un peu, elle répond, mais un peu à côté et tout. Alors que moi, en regardant, je suis en mode, mais c'est lui qui est trop bête de citer un truc Laffer. C'est vraiment on va l'expliquer un peu plus tard dans la vidéo, je sais pas si on aura le temps de la voir aujourd'hui et tout, mais c'est une courbe un peu toute bête qui a vraiment été tracée sur une serviette dans un restaurant par un économiste et tout, mais en fait qui lui-même à l'époque essayait de trouver une raison de dire non mais les riches on peut pas les taxer, parce qu'il était conseillé de je sais plus quel président aux États-Unis qui voulait pas taxer les riches, voilà. Donc c'est une genre d'intuition d'un petit graphe sur un papier et c'est cité comme une vérité maintenant tout le temps. Et en plus de ça, dans cet extrait-là, quand je l'avais vu, c'était partagé pour dire elle connaît même pas l'effet Laffer. Le côté hyper paternaliste du journaliste. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a ce truc de théories scientifiques qui sont plus médiatiques que scientifiques qui reviennent. Quelqu'un qui dit bonjour, c'est quoi la différence entre finance et économie ? Ah ouais, c'est une bonne question. Économie, c'est très large, mais souvent c'est un peu différent parce que finance. C'est pas une vraie définition machin, mais finance c'est pas mal connaître comment le marché financier fonctionne. Et en fait les marchés financiers et tout, ils ont vraiment des règles à part, c'est des logiques. Faut savoir comment les gens ils achètent et ils vendent des trucs, comment ils s'assurent, les types de produits financiers différents, comment tu comptes les assets et machin. Voilà, c'est vraiment plein de règles compliquées. L'économie c'est un peu plus large, ça peut englober la finance, mais moi quand je fais la distinction c'est parce que l'économie c'est plus souvent, on fait la distinction entre économie réelle et finance. Et du coup, c'est un peu le côté... l'économie, c'est comprendre qu'est-ce qu'un déficit, comment les gens ils achètent, leur comportement économique.
Voilà. La finance, c'est un monde dans l'économie avec des règles un peu différentes. Ouais, voilà. Okay. Et l'économie, c'est plus... Enfin, c'est large, mais moi, quand je fais une distinction, c'est ça, c'est le côté... moi, je peux plus facilement parler de la situation économique d'un pays, etc. Mais par contre, si on parle de refinancement de sa dette, et du coup, les marchés financiers vont réagir comme ça, et machin, la bourse et tout, là, je vais être un peu plus paumée, tu vois. Ok, ouais. Voilà. Salut Barbara. On l'entend tout le temps. Au-delà d'un certain seuil, et on en est sans doute pas loin aujourd'hui en France, l'animal fiscal développe des stratégies d'évitement de l'impôt. Les Japonais, c'est japonais. Ils ne se laissent pas écraser par le marteau fiscal. Voilà, des anguilles. Impossible de les choper. Viens là ma puce, viens là ma biche. Puis, soi-disant que augmenter les impôts des plus riches, ce serait inutile. Parce que le riche est déjà trop taxé. Et que si on le taxe un peu plus, alors c'est sûr, il va esquiver l'impôt d'une façon ou d'une autre. Quitter la France, d'abord. Pendant des années, nos riches sont partis en Belgique. Chaque année, plusieurs centaines de personnes, avec plus de 100 000 euros de revenus par an, partaient à l'étranger. Pour les contribuables qui ne peuvent pas partir, les plus nombreux, il y a le travail au noir. Le travail au noir, c'est l'exil fiscal du pauvre. Et puis enfin, il y a ceux qui préféreront moins travailler pour moins gagner, s'ils n'ont plus l'espoir d'en retirer le bénéfice. C'est ce qui explique que quand on monte les impôts, le rendement soit en réalité beaucoup plus faible qu'attendu, l'activité disparaît. Mais l'essentiel de l'effort, si on augmente les tranches, c'est pour que ça soit plus progressif, l'essentiel de l'effort reposerait sur les 1% et même davantage sur les 0,1% des plus riches qui paieraient davantage d'impôts. Voilà, ça, c'est sous réserve qu'ils ne partent pas. Parce que ce 0,1%, il est volatile. Oui, je sais, ça, je connais votre... C'est un vrai risque, il faut le prendre en compte. Il faut prendre des mesures. Avec tellement d'assurance, on pourrait vraiment croire que c'est un phénomène qu'on peut observer dans la vraie vie, quoi. Si on augmente les impôts, alors les rendements seront plus faibles qu'attendus. Mais en fait, non, ça a pas l'air d'être aussi évident dans la vraie vie. En fait, le sujet de la taxation des plus riches en France mériterait d'être posé sérieusement. Parce que quand on regarde le gâteau du patrimoine de tous les Français, les seuls dont la part a vraiment grossi depuis 2010, c'est celle des 10% les plus riches. Pour info, pour être dans les 10% les plus riches de France, il faut un patrimoine net, donc en déduisant les crédits bancaires, de 500 000 euros par personne, pas par foyer. Ah la vache, je suis pas dans les 10% du coup. Et même si tu y étais, comme on le voit sur ce joli graphique, en fait, le patrimoine a surtout grossi chez les milliardaires ou quasi, donc plutôt les 0,001% qui sont de plus en plus nombreux et avec une fortune toujours de plus en plus démesurée. Mais en même temps, est-ce qu'on a vraiment besoin de les taxer davantage alors qu'ils apportent déjà tant à l'économie française ? Mais je constate que certaines personnes très fortunées ont créé des entreprises dans le luxe par exemple, ont créé des dizaines de milliers d'emplois, souvent des emplois bien qualifiés, souvent dans des territoires qui sont assez reculés. Regardez LVMH qui a créé... D'ailleurs, est-ce que vous regardez beaucoup d'émissions ? Parce que je sais que Jules et Loumi bouffent pas mal d'émissions pour Rhinocéros. Ça, c'est... je pense moins que eux quand même. Mais en fait, c'est moi qui fais un peu la partie médiatique parce que j'adore voir... J'adore chercher un peu qu'est-ce qu'ils disent comme bêtises sur l'économie et tout. Et en vrai, je regarde pas mal France Info parce que... Du coup, c'est un peu le moins pire des médias, même si des fois il y a des perles. Info en continu, je pense que c'est le moins pire. Ouais, je pense. Ouais. Mais il y a quand même des séquences. Des fois, ça m'est déjà arrivé, je vois un truc et je fais oh, et il faut que je le retrouve et je le prends pour les prochains épisodes. Mais du coup, je vais pas me torturer à voir non plus du CNews ou du BFM ou quoi. Mais par contre, je regarde un peu sur Internet. Puis en fait, vu que je regarde un peu les infos et tout, je sais ce qu'on entend. Et il y a aussi, vu que je fais ma revue de presse sur Twitch. Je vois déjà comment l'info est traitée dans les médias plutôt écrits, mais voilà. Et aussi, je vois un peu en direct, avec le chat et tout, les réactions des gens, ce que les gens ils ont entendu. Je suis un peu connectée à l'actualité, donc pas directement en mode j'ai la télé en boucle chez moi, j'ai 3 écrans pour tout surveiller. Mais par contre, je fais la partie médiatique parce que je suis plus connecté à l'info, voilà quoi. Ouais, c'est sûr. Le présentateur des informés qui... Non mais évidemment, pas c'est bien, c'est juste que c'est c'est le moins pire. Parmi les moins pires. Je pense France 24 c'est encore moins pire. Ouais. Mais il y a moins d'actu nationale, c'est peut-être pour ça que c'est moins pire. Ouais. Mais en fait, moi j'écoute parce que du coup t'as quand même le côté malheureusement c'est le côté facile pour voir de quoi on parle. Pas forcément qu'est-ce qui se passe pour de vrai, mais de quoi on parle en ce moment. Quoi. Mais c'est vrai que l'info en continu, de toute façon, globalement, c'est de mauvaise qualité. Ouais, c'est ça. Le truc, c'est que trouver des séquences médiatiques un peu de ce genre, c'est le plus intéressant, c'est des grosses émissions avec des invités, ce genre de choses. Ouais. Puis après, je regarde, mais ensuite, quand il y a un sujet qui m'intéresse, justement, je vais chercher ailleurs. Puis après, je regarde beaucoup d'actu sur Twitch, Internet. Enfin, voilà, il y a plein d'autres formes d'informations. Mais
des fois, ouais, France Info, c'est pas forcément pour être au courant de l'info en tant que telle, mais plutôt pour voir c'est quoi le sujet. Enfin, du coup, ça aide, quoi. C'est quoi les sujets en ce moment? C'est quoi que les médias estiment qui est important? Et du coup, tu vois les travers. Enfin, voilà, quoi. Ouais, mais surtout que les médias d'info en continu font beaucoup ça parce qu'ils doivent meubler. Donc, Bah ouais. À Vendôme, une entreprise très importante, et que donc c'est utile pour le pays. Bon, le problème, c'est quand même qu'on nous parle à longueur de journée du déficit de la France qui s'aggrave, et on l'a vu dans notre premier épisode, ce déficit est en grande partie lié à une diminution des recettes fiscales. Donc bon, ils sont très gentils à créer des emplois, hein. D'ailleurs au passage, c'est comme ça qu'ils s'enrichissent, hein. Ils font pas ça de bonté de cœur, mais quand on voit l'augmentation des milliardaires et de leur fortune, c'est peut-être pas si délirant de se dire qu'on pourrait les faire contribuer un peu plus à l'effort collectif. Surtout que si on regarde combien ils payent d'impôts, on voit vite qu'ils contribuent beaucoup moins que le reste des Français et Françaises. Allez hop, un petit graphique. On y voit le taux d'imposition moyen en fonction des revenus. Donc, pour bien comprendre, quand une personne qui touche le revenu médian gagne 100, elle pèse 51 d'impôts. Et là, normalement, vous devriez être choqués, parce que 51% du revenu qui se barre en impôts, c'est énorme. Pour info, la tranche la plus haute de l'impôt sur le revenu, c'est 45%. Donc bon... Voilà, sauf que c'est parce que le graphique tient compte de toutes les taxes et de tous les prélèvements. Genre, évidemment, on tient compte de l'impôt sur le revenu, que les moins riches ne paient presque pas. On tient compte des cotisations sociales. Le plus gros impôt en France, en fait, c'est la CSG, qui est prélevée sur tous les revenus. Mais on tient compte aussi des taxes sur la consommation, comme la TVA ou les taxes sur l'essence. Alors par contre, attention, ici on regarde ce que chacun verse à l'État, mais l'État rend chaque centime via les retraites, les allocations, la sécu, l'éducation ou en finançant une armée nationale. Donc l'argent qu'on paye en impôts ne disparaît pas. Il retourne en immense majorité dans la poche des Français de manière directe ou indirecte. Et donc, si on revient sur notre graphique, plus on gagne de sous, plus le pourcentage que l'on verse à la... C'est là que tu parlais de l'armée, c'est l'actualité. Attends, de quoi? Des parler de financer l'armée nationale aussi avec les impôts, je me disais ça en lien avec le discours de Macron. Oui, malheureusement. Ouais. Financement de la défense. Est-ce que ça va être avec une taxe sur les riches, une taxe patriotique, ou est-ce que ça va être en augmentant la TVA? Ah ouais, en plus, ouais. Et puis en plus, il y a sous les discussions sur les retraites et tout. Ouais, mais c'est vrai qu'il y a eu un espèce d'ouverture du débat sur il faut libéraliser des trucs, tu vois, directement, alors que c'est pas forcément une fatalité. De libéraliser on avait fait une vidéo aussi sur le service public et comment le discours, la Trump, Milei et tout, faut te couper, machin, s'importer doucement, mais quand même en France. Bon, c'est Ciotti. Bon, Ciotti pour l'instant, c'est pas très. Ouais, c'est pas grand chose. Mais... Pas grand chose, mais quand même. Et même, il y avait j'ai oublié. Casbarian, c'est ça? Casbarian, ouais, le ministre de. À l'époque de... Le mec qui a une moustache et un béret. Voilà, c'est ça. Qui avait félicité Elon Musk pour le Dodge, machin, après l'élection. Enfin bref. Donc on essayait de voir un peu, oui. Et en fait, on le voit quand même, ce truc-là, quoi, de baisser les services publics et tout, au profit du privé. C'est un peu ce qui ressort dans presque toutes les vidéos, quoi. C'est quand même... on est obligé de lier ça à la politique, quoi. Parce que... Et moi, c'est ce qui m'intéresse aussi. Parce que... en fait, quand la plupart des discours politiques sur l'économie, c'est vraiment juste, on voit cette proximité entre les politiques et les riches et tout ça, et comment ils mettent au service plein de discours politiques pour faire genre, ouais, du coup, faut passer au privé, quoi. Mais c'est marrant, c'est que peu importe la situation, c'est la réponse. C'est-à-dire qu'avant que Macron parle d'augmenter le budget de défense, c'était la situation économique va mieux, donc il faut libéraliser des trucs. Et là, c'est faut dépenser de l'argent pour l'armée, donc il faut libéraliser des trucs. Ouais. Alors, pendant les confinements, c'était on dépense plein de thunes, donc il va falloir libéraliser des trucs. La collectivité est important. Donc il y a bien une progressivité de l'impôt en France. Sauf que, d'abord, on voit que cette progressivité, elle n'est pas massive. Ouais. Les 10% les plus pauvres payent 46%, quand les 10% les plus riches, eux, ils payent 54%. Donc c'est pas le grand écart non plus, quoi. Mais surtout, on ne monte jamais au-dessus de 54. Pour les 5%, les 1%, les 0,1%, c'est toujours autour de 54% d'impôts et de taxes. À partir des 0,01%, donc les multimillionnaires, ça baisse à 49%. Et pour les ultra riches, là, le taux s'effondre à 27%, c'est n'importe quoi. Ah oui, et au fait, petit aparté ordre de grandeur, il y a un truc comme 40 millions de foyers fiscaux en France. Donc quand on parle des 1%, petite division par 100, ça représente 400 000 foyers. Les 0,1% sont 10 fois moins, donc 40 000 foyers. Les 0,01, c'est les multimillionnaires, c'est 4 000 foyers. Et puis les centimillionnaires et autres milliardaires, eux, ne sont plus que 400. Autre petit ordre de grandeur, pour être dans le club des 1%, il faut gagner 9 500 € par mois par personne, 25 000 pour atteindre les 0,1% et 80 000 pour se retrouver dans les 0,01%. T'imagines 80 000 € par mois? Ouais.
Ne faites pas de la vulgarisation sur YouTube si vous voulez. Bon, alors attention, c'est vrai que les 80 000 € se transforment en 54 000 seulement si on s'intéresse au niveau de vie. Donc en gros, si on tient compte des impôts payés et des services publics utilisés, c'est pas 80 000 balles par mois, c'est 54 000. Oh zut, seulement 30 fois plus que le niveau de vie médian. Je crois que ça ne lui suffit même pas. Viens là, ma chérie. Il n'y aura pas le moment. C'est là qu'on peut se poser la question de l'anguille ne meurt jamais. jamais. C'est trop. Bernard Arnault, par exemple, le big boss des méga riches français, pèse 150 milliards d'euros. C'est la somme de tout ce qu'il possède. Alors, on n'a pas d'infos sur combien il gagne par mois, mais si sa fortune était placée sur de la dette publique, le truc le moins risqué en bourse, 3% par an, il toucherait un truc comme 375 millions d'euros par mois. 200 000 fois plus que le revenu médian. 200 000. Vous êtes mignon, Gilles. Mais vous voyez ce que ça fait déjà 100 000 ? J'ai la ref. Mais si les riches sont si riches, c'est peut-être parce qu'ils sont méga super productifs et que les entreprises n'ont pas d'autre choix que les payer une fortune. C'est l'offre et la demande, tu vois. Ouais, alors effectivement, les pro-marchés utilisent souvent cet argument. Quand ils veulent faire chic, ils disent même productivité marginale. Ici, on essaie de nous faire croire que le revenu d'une personne correspondrait à sa productivité. Donc, soi-disant, à la quantité d'argent qu'elle rapporte à sa boîte. Sauf que, première bêtise, si je rapporte 100 € à ma boîte et qu'elle me paie 100 €, du coup, il reste plus rien pour les profits. Donc déjà, là, il y a un truc qui cloche. Pour être plus précis que ça, en vrai, il faut s'arrêter sur le terme marginal. La productivité marginale, c'est pas ce que tu rapportes à la boîte, c'est ce que le moins productif des employés qui fait le même boulot que toi rapporte à la boîte. Donc tout le monde est payé comme le moins productif de l'équipe. Bon là déjà, ça a pas la même saveur méritocratique, et ça sent un peu l'entourloupe. Pourquoi tout le monde serait payé comme le moins productif de la bande ? Bon, mais de toute manière, cette explication, dans la réalité, elle tient pas la route. La théorie suppose qu'on pourrait isoler et calculer la productivité des gens. Sauf que... Et c'est vrai que c'est intéressant dans l'économie orthodoxe, j'ai un peu l'impression qu'il y a pas mal d'espèces de trucs où on dit c'est juste une théorie pour essayer de capter la réalité, mais c'est pas vrai. Hein, ouais. Mais c'est un truc qu'on trouve pas mal, mais ça en fait partie, en fait, cette idée de productivité marginale. Ouais, en fait, c'est pour ça que c'est dur, mais en fait, il y a plein de trucs en économie. Comme le côté la croissance, les économistes pensent qu'il y a une croissance infinie, enfin des trucs comme ça quoi. Et en fait, il y a des fois un peu de la déformation. En fait, non, c'est juste que tu es obligé de faire un cadre théorique. Donc dans certaines théories, tu vas supposer que la croissance est infinie, parce que tu peux pas prendre tous les éléments en compte et que c'est pas ça qui t'intéresse quoi dans ton modèle. Donc d'un côté, il y a un peu des fois de la caricature de ce que c'est que la science économique. Et de l'autre côté, après, tu as des gens qui reprennent premier degré la productivité marginale. En fait, ils sont super productifs. Et donc, t'as un truc un peu flou entre les théories qui sont questionnables après parfois, mais des fois aussi comment elles sont prises au pied de la lettre par des défenseurs pour qui ça sert de dire les économistes ont tranché et en fait le revenu et que c'est pas que c'est reprise sans démarche scientifique derrière. Ça me fait penser à la concurrence libre et non faussée par exemple. C'est quelque chose dit en cours d'économie de base que c'est pas vrai. Oui, voilà. Mais c'est repris premier degré par des éditorialistes. C'est ça. Et en plus, des fois, ça crée, par des éditorialistes ou par, comment dire, c'est con parce que du coup, les gens après se méfient de la science économique, ils comprennent rien, mais c'est pas leur faute. Mais je veux dire, c'est ça. On dit les économistes, ils pensent que la concurrence libre et parfaite, ça existe, machin, libre et machin. Et alors que pas du tout, quoi. On sait bien que c'est pas ça. Mais encore une fois, c'est une théorie super vieille. C'est juste, à l'époque, t'avais pas une concurrence. Quand tu poses je sais plus, je suis pas très forte en histoire économique, mais dans l'idée, faut imaginer que t'as plein de théories économiques qui viennent d'un moment où l'économie était planifiée, tu pouvais pas faire ton marché comme tu voulais. Voilà. Donc, être en mode. Supposons que tout le monde peut produire tout ce qu'il veut, puis que t'es une concurrence parfaite. Qu'est-ce que ça ferait sur l'économie ? C'est des théories, quoi. À l'époque où t'es obligé de créer un cadre d'abord pour penser l'économie, quoi. Ouais, c'est un cadre théorique. Je rappelle d'ailleurs que l'économie est une science sociale, contrairement à ce que certains pourraient dire. Donc effectivement, elle est influée par la société et elle change aussi. Mais il y a des modèles équivalents sociaux, justement. Ça me fait penser un peu à ça et qu'il y a une reprise non scientifique pour le grand public de termes où les gens qui connaissent disent mais c'est pas du tout ça. Voilà. T'as des exemples ou pas trop ? Là non, parce que j'étais en train d'y penser, mais est-ce que j'ai un exemple ? Je te crois quand même. Mais... sur parole. Tant mieux, parce que là j'étais... Mais je suis curieuse parce que j'ai jamais fait trop de sociaux, mais j'aime trop... j'aime bien justement le mélange entre économie, sociaux, comment ça se mélange et tout. Mais c'est vrai que c'est intéressant parce que justement, tu as ce côté science sociale, mais c'est un peu une science sociale à part, j'ai l'impression, l'économie, parce qu'il y a pas mal de gens plutôt orthodoxes qui ont tendance à
essayer de faire croire que c'est une science dure. C'est une science dure et que... Pas assumer que c'est une science sociale et tout. Et puis des fois, c'est perçu comme ça aussi. Enfin, il y a un décalage entre la vraie science et ce que c'est vraiment l'économie et les différentes formes que ça peut prendre aussi, parce que tu as plein de champs d'économie. Tu as l'économie comportementale, tu as l'économie très théorique, après tu as la finance, si tu commences à mettre des trucs dedans comme ça. Et donc, tu as plein de cadres différents, mais c'est trop obscur pour les gens. Donc, c'est un peu le but, c'est des fois de mettre un petit peu un petit peu des billes, un petit peu de politique, un petit peu de théorique, un petit peu de dans la vraie vie, vous avez entendu ça. Essayer de mettre de l'ordre là-dedans, quoi. C'est vrai, je pense que même les juristes aussi sont face à la même chose, avec des fictions juridiques comme Nul n'est censé ignorer la loi, ou des trucs comme ça, où en fait c'est repris premier degré, ou la présomption d'innocence. Voilà. C'est repris médiatiquement. Justement, il y a un décalage entre le discours scientifique et le discours politique qui est très noir ou blanc, quoi. De toute façon. C'est le rôle des politiques aussi d'avoir des trucs un peu chocs. Et, c'est pour ça qu'on fait de la vulga. Ça n'a pas de sens. Combien rapporte, par exemple, le PDG d'Apple qui prend les décisions par rapport aux ingénieurs qui designent les iPhones, par rapport aux petites mains chinoises qui les assemblent? Et on n'en sait rien. Tous les travailleurs forment les maillons d'une grande chaîne. On sait que la chaîne rapporte X millions d'euros à la fin, les ventes d'iPhone. Mais ce que rapportent chacun des maillons les uns par rapport aux autres, c'est une information qui n'existe pas. Pourquoi ? Parce que pour savoir ça, il faudrait pouvoir enlever un maillon et voir comment évolue ce que rapporte la chaîne. Mais ça marche pas. Si on enlève un seul maillon, la chaîne ne produit plus rien et donc ne rapporte plus rien. Donc voilà, peu importe par quel bout on le prend, ces histoires de productivité ne peuvent pas expliquer ou justifier les revenus des gens. Et non, on peut pas toujours utiliser des belles formules mathématiques super précises et incontestables pour définir des choses aussi arbitraires que ce que méritent les gens. Dans la vraie vie, il faut faire de la politique. Les revenus s'expliquent par un rapport de force. Les plus avantagés aspirent tout ce qu'ils peuvent et il ne reste plus que des miettes pour les autres. C'est ça qui justifie la progressivité de l'impôt. Parce que la loi du marché n'est ni juste, ni efficace, ni mathématique. Elle rémunère simplement au prorata de la capacité à faire plier les autres. Et il faut bien redistribuer un peu tout ça, histoire que ce soit plus juste. Et quel acteur pour mettre un peu de justice dans le marché ? C'est le rôle de la puissance publique, la démocratie, quoi. Oui, mais la puissance publique ne prend pas toujours cette mission à cœur. Peut-être par impuissance, en ne parvenant pas à tracer les flux d'argent qui trouvent toujours à échapper à l'impôt, en passant par des holdings, des paradis fiscaux ou des programmes de défiscalisation. Mais certains discours montrent que cette impuissance est aussi parfois voulue. Quand vous êtes millionnaire en France, vous allez toucher un impôt marginal sur le revenu à 45%, c'est la dernière tranche. C'est vrai que je suis un petit point Bruno Le Maire, mais c'était quand même un énorme promoteur de théorie ultralibérale au ministère de l'économie. Il est resté très longtemps en place. Vraiment toujours refus d'impôts. Mais c'était dingue. Il y avait le Bruno Demande, le fait il est ministre, il a plein de pouvoirs, mais il fait que demander aux industriels, etc. Enfin voilà, mais c'était... Il nous manque. Non, je sais même pas qui c'est le ministre de l'économie. Éric Lombard. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais. Mais lui, on entend moins parler que il a disparu depuis qu'il est revenu à la France. Maintenant, il est à Lausanne. Il est prof à l'EPFL. Il n'a pas disparu, enfin. Vous pouvez l'assister à ses cours, si vous voulez. Au marginal, vous allez payer de la CSG à 9%. Et vous allez payer une surtaxe sur les salaires à 4%. Donc vous serez l'une des personnes les plus taxées au monde. Si ce que raconte le maire est vrai pour le pauvre millionnaire qui n'a qu'un petit patrimoine de 1 seul million, ce que l'on a vu, c'est que c'est fondamentalement faux pour toutes celles et ceux qui ont une fortune plus importante. On l'a déjà dit, les rapports s'accumulent et nombre d'entre eux ont forcément déjà dû atterrir sur son bureau, sinon on se demande comment il bosse. Donc la phrase suivante... Nous avons non seulement un des taux d'imposition les plus élevés sur les personnes les plus riches, et je pense que c'est une question de justice, c'est normal, c'est nécessaire. Montre bien que c'est pas qu'on peut pas, que la puissance publique serait incapable, c'est qu'on veut pas voir la réalité. La personne qui le dit le mieux, c'est justement un de ces ultra-riches, Warren Buffett, l'investisseur américain qui a déclaré « Il y a une guerre des classes, et c'est ma classe, la classe des riches, qui mène cette guerre et qui est en train de la gagner. » Et on a vu des millionnaires aux États-Unis, mais aussi en Europe, qui appelaient à être taxés davantage. Ah cool, il y a de l'espoir alors peut-être. Ouais mais attends, ils sont pas tant que ça non plus à signer cette tribune. À la moindre augmentation d'impôts, moi je te le dis, la majorité passe en mode anguille et s'échappe. Bah dites-moi, c'est Vigouste l'anguille. C'est terrible. Terrible, Vous avez l'air de vouloir dormir, Et ça paraît logique, Les riches, ils sont hyper à cheval sur leur rendement. Oui. Ils prélèvent trop à leur goût, ils vont partir de France, c'est sûr. Et puis il restera plus que les gens pauvres, moches et sales. Oh même pas vrai, j'ai pris une douche. Vraiment, le point commun de tous les vulgarisateurs de gauche, c'est de faire des blagues sur le fait qu'on est sale. Ouais. C'est réel. C'est pas réel qu'on est sale, mais c'est réel qu'on fait des blagues dessus. Voilà. Sauf que voilà, en fait, les riches, ils partent pas si facilement. Pour le prouver, on peut regarder le cas américain. Alors,
Comme vous le savez, des États aux États-Unis, il y en a des tas. Dans quel État tu t'es mis dans tous ces États? Des États aux États-Unis, il y en a des tas. Chacun d'entre eux a... Mais du coup, avec ça, on a trouvé le hack parce que la moitié des commentaires, c'était Karim Debache. Du coup, niveau engagement, petite ref à Karim Debache, ça marche bien. Ça marche bien. Ouais. Ce qui marche bien en ref pour engagement, c'est de faire exprès de faire une erreur aussi. Ah oui. Tu prononces mal un nom de ville ou tu dis une mauvaise capitale, là, donne des astuces. C'est ça. Sur Stupid Economics aussi, on n'est pas très fort en orthographe. Du coup, il y a souvent des erreurs à l'écran et tout, et ça marche bien pour faire corriger les gens. Genre, il manque un S. On fait pas de faute d'orthographe, c'est pour l'engagement. Voilà. Sa propre fiscalité. En Californie et à New York, par exemple, chez les woke, les impôts sur le revenu sont élevés, autour de 10-12% pour les plus hauts revenus. Attends, c'est élevé 12%? Oui, alors c'est 12% en plus de la taxe nationale, qui, elle, est payée par tous les Américains, peu importe leur lieu de résidence, et qui peut aller jusqu'à 37%. D'accord, donc c'est assez élevé, ouais. Ouais, alors ça a déjà été beaucoup plus élevé dans le passé, mais bref. Donc, le Wokistan, 10-12%, et les États de la liberté, le Texas ou la Floride, là, c'est carrément 0%. Donc, il devrait y avoir aucun super riche à New York et en Californie. Ils devraient tous habiter au Texas ou en Floride. Hein. Et évidemment, on sait tous qu'on ne trouve aucun millionnaire à Beverly Hills ou dans la Silicon Valley ou dans les grandes tours qui surplombent Central Park. Voilà, donc effectivement, déjà une belle incohérence. Mais j'ai bien aimé ce raisonnement-là sur pourquoi ils se déplacent pas et tout. Après, ça implique que les milliardaires sont des gens, qui est quand même un petit peu courageux comme... Oui, c'est vrai. Mais c'est pas mal, en fait, d'avoir le truc de simplement, c'est des gens, ils ont un cadre de vie, ils ont des réseaux sur place. Il n'y a pas que le taux de taxation, quoi. Sinon, effectivement, on les retrouverait dans tous les États où c'est 0%. Il y a, après, comme on explique, il y a le réseau, qui habite dans ces endroits-là, où est-ce que tu fais garder tes gosses, les écoles, il y a plein de trucs, le cadre de vie, le réseau pro, ouais. Ouais. Oui, je trouve que effectivement, c'était pas mal comme raisonnement qui est assez peu entendu, en fait. Parce que souvent, la réponse à ça, c'est ils vont se barrer, c'est qu'ils se barrent. Ouais. En fait, on peut dire, non, en fait, ils partent pas forcément. Dans tous les cas, en fait, ouais. Certains détracteurs diront que les riches restent dans les États qui taxent beaucoup grâce à l'existence d'une niche fiscale qui leur permet de ne pas complètement payer la taxe fédérale sur les revenus. C'est un truc qui permet de lisser les écarts de pression fiscale entre les différents États américains. Sauf que cette niche fiscale a été supprimée en 2017 par ce bon vieux Donald, qu'en a profité pour déménager depuis New York vers la Floride. Et là, le truc de fou, Arthur Laffer, donc le mec de l'effet là... Est-ce que vous ne craignez pas un effet Laffer? Lui, il a prédit que les super riches allaient quitter en masse la Californie et New York. Et il a donné un chiffre de 800 000 personnes par an. C'est une prédiction classique de ce qu'on appelle supply side economics, les partisans de l'économie de l'offre, qui sont persuadés que les gens ne sont que des optimisateurs à Tunas. Sauf que les sociologues savent bien que c'est totalement faux. Les gens ne choisissent pas un lieu de résidence uniquement en fonction du taux d'imposition. On a d'ailleurs un papier de sociologie qui a évalué que l'effet de la réforme de 2017 aux US a été exactement de 0, des cacahuètes. Il n'y a pas eu de migration particulièrement plus importante que d'ordinaire suite à cette réforme. L'affaire s'est plantée. À New York, par exemple, pour 81 000 personnes avec un revenu supérieur à $1 million par an, on en a vu seulement 380 partir, donc une réduction de 0,5%, très loin du cataclysme annoncé. Parce que le papier explique qu'en réalité, si les riches ne sont pas captifs des États où ils habitent, ils y sont en revanche beaucoup plus enracinés que les autres. Ça veut dire que non seulement leur capital financier est dépendant de leur lieu de vie, donc déménager, c'est quitter son boulot, ses clients, c'est ne plus pouvoir réseauter dans les restos et les clubs de golf à la mode, c'est rater l'expo Ultra Select où on pourrait rencontrer tout le gratin, mais en plus de ça, déménager, c'est quitter la vie qu'ils ont choisie et qu'ils aiment. Les enfants adorent leur école, qui au passage est l'une des meilleures du pays. Papa et maman apprécient énormément leurs collègues, ils ont tous leurs potes et toutes leurs activités sur place. Bref, déménager, c'est pas uniquement une décision financière. Non seulement le capital social... C'est vrai que ce truc-là est vraiment important, c'est que... ça paraît logique en fait quand on le dit, mais faut le savoir, qu'ils sont plus intégrés logiquement, les gens plus riches. Les gens plus précaires ont forcément moins d'attaches, ils peuvent déménager plus facilement. Outre le coût financier du déménagement. Mais je crois que c'est ce qu'on dit juste après, c'est ça, c'est que ceux qui bougent le plus, c'est les chômeurs pour trouver un emploi, voilà quoi. Surtout les États-Unis qui apparemment sont connus pour avoir une grande mobilité. Des gens déménagent beaucoup plus aux États-Unis qu'en Europe. Ouais. C'est assez connu pour ça. Ou les midis, mais si tu veux, on peut te dépasser de 5 minutes. On peut dépasser si tu veux, ouais. Comme ça compense une partie de mon retard de ce matin, à cause de Valérie Pécresse, je rappelle. Des riches explique en grande partie leur réussite financière, mais également l'accès à un certain capital social est un attracteur à lui seul. Ma passion, imiter et faire une petite voix de droite, j'adore. C'est mon rôle dans l'émission, et dans le prochain, il y aura encore, et j'adore. Mon RP de droite. Dis un truc de droite.
Non, je vais pas y arriver. Non, mais on est trop taxé. Voilà. Peu importe s'il coûte cher en impôts. En vrai, les données montrent que ceux qui déménagent le plus facilement, ce sont les jeunes, pour les études ou pour trouver leur premier boulot, et les plus pauvres qui, souvent suite à une perte d'emploi, cherchent d'autres opportunités. Bon, maintenant qu'on a vu une étude de cas précis, on peut revenir sur la théorie. Le fameux effet Laffer, qui est mentionné par Nicolas Dose. Non, l'effet Laffer, ça a été d'ailleurs validé par des économistes qui vous sont proches, Thomas Piketty, Gabriel Zucman, Emmanuel Seize. Ça veut dire qu'on sait qu'il y a un moment, si on met des impôts trop élevés, on finit par avoir une recette qui baisse. Ok, donc dire que c'est validé par ces économistes-là, c'est vraiment poussé, parce que l'effet Laffer, c'est plus du marketing économique qu'autre chose. L'effet Laffer, ça se présente sous la forme d'une courbe qui a été tracée sur... Il a gardé la serviette, c'est vrai. Oui. Ouais, elle est dans un musée, c'est écrit derrière. Mais je me rappelle, on avait essayé, je sais plus, on a essayé de déchiffrer. En plus, on comprenait pas très bien. Enfin, je sais plus, en essayant de la lire, on est en mode, en plus, c'est même pas très clair l'effet. Ouais. Manuel Siège. Ces économistes, ils sont dans la pièce avec nous en ce moment. Ah ouais, mais c'est abusé. Hein. Sur une serviette de restaurant. Ce qu'elle cherche à montrer, c'est la relation entre le taux d'imposition et les revenus publics. Cette courbe se base sur une évidence. Taxer une activité économique à 0 ou à 100% ne génère aucun revenu pour l'État. Bon, à 0%, c'est évident. Et puis à 100%, il n'y a aucun revenu parce que personne va se lever le matin pour aller travailler si l'État te prend tout à la fin. Mais faire ces constats, c'est l'équivalent économique de dire que l'eau, ça mouille. Encore une fois, c'est une évidence. Et c'est seulement avec cette évidence-là que les économistes cités sont d'accord. Et oui, donc le désaccord concerne tout le reste de la courbe. Parce que son beau tracé tout simple et lisse nous dit qu'il y aurait qu'un unique optimal de taxation quand la courbe atteint son maximum. Mais est-ce qu'on est sûr qu'il y en a qu'un ? Et puis, il serait à combien ce maximum ? 20% d'impôts, 50%, 70%? Et de quels impôts on parle aussi, hein ? Parce que entre une hausse de la TVA et une hausse de l'impôt sur les dividendes, on vise pas exactement la même population. Donc, est-ce qu'il y a un maximum pour chaque impôt ? Ou alors, est-ce que c'est un maximum pour tout le cocktail des impôts ? Dans ce cas, quel est le meilleur cocktail ? En vrai, on connaît même pas la forme de la courbe. Si ça se trouve, il y a des plateaux, des pics, des creux, des saltos arrière, on n'en sait rien. Comme on peut le voir sur ce dessin humoristique publié dans un magazine de sciences, il est impossible de résumer la recherche d'un taux de taxation optimal à une courbe aussi simple. Donc l'effet Laffer, c'est du feeling. Plus que ça, en fait, c'est même du marketing qui a été mis au service du Parti républicain américain pour tenter de rendre populaires les baisses d'impôts sur les plus riches. Si vous voulez plus d'infos sur cette histoire, il y a un super thread sur Twitter de Béatrice Cherrier que vous pourrez trouver en description. Non, parce que vraiment, c'est la même courbe avec le, avec le tableau vraiment. Derrière. Mais bizarrement, on ne peut pas développer une théorie économique compréhensible et importante sur une serviette de restaurant. Oui, c'est bizarre. Mais alors ça, pour le coup, je sais pas si c'est pareil dans toutes les études d'économie, mais la courbe de Laffer, c'est vrai que par contre, je l'avais appris en cours. Okay. Comme dans le sens, oui, c'est vrai qu'il y aurait un point optimum d'économie. Enfin, effectivement, c'est pas non plus genre la Bible et machin, mais il y avait cette idée, effectivement, on peut pas trop taxer parce qu'au bout d'un certain point, c'est plus rentable de taxer et tout. Donc on apprend. Ouais, voilà. Donc ouais, mais ça m'avait quand même marqué. Enfin, c'est après mes études que j'étais en mode. En fait, c'était sur un restaurant, sur une serviette effectivement en tissu en plus. Donc l'indécence. Oui, c'est vrai que j'ai remarqué tout à l'heure. Mais non, c'est en tissu. D'ailleurs, quelqu'un a dit qui c'est ce bouc qui crayonne une serviette en tissu. N'importe quoi. C'est-à-dire qu'il a demandé au restaurant. Je peux partir avec la serviette? Mais même pas. Moi, j'ai trop imaginé le dîner de riche. Vraiment en mode fin de repas et t'écris et tu prends la serviette. Enfin, je sais pas. J'ai vraiment le non-respect quoi. Et mes dîners de bourge et du coup personne n'a rien dit. Et mais du coup c'est qu'après coup que j'étais en mode en fait ça repose sur rien. C'est effectivement vraiment très du feeling et même du marketing et même le truc de c'était écrit dans un contexte déjà de pas un économiste dans son petit bureau de recherche quoi, déjà en discussion politique quoi. Oui, mais ça c'est un argument politique quoi, effectivement. Qui... Franchement, les concepts d'économie assénés comme des vérités, il faudrait demander à chaque fois sur quelle source ça se repose. Dans un monde idéal, oui, mais après, effectivement, c'est facile après de vérifier avec des termes en disant l'effet machin, l'effet truc, et de dire que c'est validé par l'économie. Surtout que là, c'est les journalistes en plus qui le fait, c'est même pas un adversaire politique de Marine Tondelier. Bah oui. Il est 12h05, allez, on va y aller, je pense. Je vais juste voir vers qui je peux faire un raid, puis après on peut dire 2-3 derniers petits trucs, et puis tranquillement partir. Ah bah tiens, on va aller chez Canard. Ah bah on va aller chez Mathieu. Allez, ouais bah oui. Comme il est chez vous. Allez. Il va commencer Starting Soon. Alors, c'est long à écrire. Oui, c'est vrai. Faire de fautes dans son nom. C'est comme ça. Je crois. Il y a le tiré du bas, je me rappelle plus. Ah oui, bien vu. Il n'y a pas de majuscule. C'est un flux la majuscule ?
Ça influe pas, je crois, mais dans le doute, je vais enlever. Ok. Merci en tout cas beaucoup, Marie, d'être venue. J'espère que le live vous aura intéressé. On peut te suivre donc sur Blast et sur Stupideco. N'hésitez pas à aller voir la chaîne de Stupideco. Il y a des projets à venir, tu nous as dit bientôt. Vidéo sur le trafic de drogue, sur la lutte contre la drogue avec la loi narcotrafic. Prochain épisode de Argent Magique, vous savez déjà. C'est mardi prochain. Et ça va être, je vous spoil aussi, ça va être sur l'héritage et aussi les méga héritages. Genre, est-ce qu'on n'assisterait pas à des dynasties qui se forment en France? Voilà. Et c'est vraiment sujet à l'héritage. On a un mème de Usul qui dit les riches, l'argent, ils l'ont déjà. Ah oui, voilà, ouais. Très bien. Donc, hâte de voir ça. Et pour nous, on se retrouve donc, je crois, la semaine prochaine, ici, chez Mediapart, de 10h à midi. Sinon, vous pouvez me retrouver sur ma chaîne, comme d'habitude, le mardi, mercredi et jeudi, de 7h à 9h. Et je vous laisse. Dommage, c'était la fin du live. Je vous laisse avec Mathieu donc, pour le raid. Et je vous souhaite une excellente journée. Salut tout le monde, je vous laisse avec l'écran de fin. Bisous.